Ok, c'est parti, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, merci d'être venus, merci d'être aussi nombreux. Ce soir, je vous propose de suivre une conférence d'introduction à la sociologie. Alors, celle-ci se pense dans un plan extrêmement ambitieux d'introduction à l'épistémologie des sciences sociales. À la base, j'avais pensé vous proposer de commencer par une introduction à l'épistémologie de l'histoire, parce que normalement, c'est la science que vous avez tous rencontré durant vos études, n'est-ce pas, même ceux qui ne sont pas jusqu'au stade d'études universitaires en sciences sociales, vous avez forcément fait de l'histoire dans l'enseignement secondaire et primaire, donc c'est quelque chose qui vous aurait peut-être plus parlé, mais il y a des gens, notamment Nayoche, notamment Clémenceau, qui souhaitaient que je m'exprime un petit peu donc, sur cette thèse d'Hubert Bimon d'études sociologiques du militantisme écologiste. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais remanier le plan de ma présentation des différentes sciences sociales, et puis on commencera par la sociologie plutôt que par l'histoire, et ce n'est pas grave, un de ces quatre, on fera une introduction à l'épistémologie historique, mais cette fois-ci, on va commencer par la sociologie. Alors comme je continue à présumer que vous connaissez mieux et que ça vous est moins étranger l'histoire que la sociologie, il y aura des moments où je prendrai comme point de comparaison avec la sociologie d'histoire, puisque pour bien comprendre ce que c'est qu'une science, il faut la comparer avec les autres sciences et voir en quoi elle en diffère, soit dans ses principes, soit dans ses objets, soit dans ses démarches. Voilà, quelle est sa spécificité. Donc je l'ai dit juste avant, je le redis pour l'audio, ce sera en deux parties d'environ 45-50 minutes. La première partie, ce sera l'introduction à la sociologie, et ensuite un commentaire de l'étude de la thèse d'Hubert Bimon pour que vous ayez un exemple de cas particulier de réflexion sociologique sur un objet déterminé pour que ça ne reste pas des principes un petit peu abstraits. Alors je commence ce cycle de conférences sur les sciences sociales par quelques éléments de réflexion sur les sciences sociales en général avant d'entrer dans la sociologie en particulier. Pour Vito qui vient de nous rejoindre, vous avez le PDF du texte que je vais commenter qui est dans les messages épinglés du Sénat, et donc vous pouvez suivre mon propos aussi bien à l'écrit qu'à l'oral grâce au PDF. Et donc on va commencer par une définition des sciences ou de la science. Qu'est-ce qu'une activité scientifique? Qu'est-ce que la science? Bon, c'est pas... c'est une question de philosophe, ça, c'est une question difficile. Donc voilà, qu'est-ce que la science? Il y a des gens qui ont passé leur vie entière à élaborer des définitions de la question et en débattre les uns avec les autres. Donc comme c'est pas un cours de philosophie sur cette question très spécifiquement, je vais partir d'une définition toute faite, enfin en tout cas déjà élaborée, qui est la définition proposée par Henri-René Maroux, qui est un historien spécialiste de l'Antiquité, qui a écrit le petit livre que je cite, page 1, donc, de la connaissance historique, qui est un très bon petit livre d'introduction aux principes de l'épistémologie historique. Et dans ce bouquin, il nous dit qu'une science, c'est la connaissance élaborée en fonction d'une méthode systématique et rigoureuse. Donc on peut commencer par dire que la connaissance se distingue de l'erreur qui est toujours fausse, et de l'opinion qui peut être soit vraie soit fausse, mais dont la personne qui l'exprime n'est pas en mesure de rendre compte de pourquoi, si son opinion est vraie, celle-ci serait vraie. C'est-à-dire que si je vous pose une question que vous ne savez pas, que vous me dites une réponse au hasard, et que par hasard c'est la bonne réponse, on va dire que vous avez une opinion vraie, mais on ne va pas dire que vous avez une connaissance, parce que la connaissance implique dans sa définition par rapport à l'opinion vraie, que vous avez des manières de justifier pourquoi votre opinion c'est la bonne opinion, pourquoi ce que vous dites est vrai en fait. Donc ça se distingue de la réponse aléatoire qui serait par hasard vraie. Et donc la science, ou les sciences au pluriel, sont l'ensemble des activités de réflexion qui visent à élaborer de la connaissance par des méthodes systématiques et rigoureuses. Voilà, bon, c'est très arbitraire et c'est très imparfait, et ça sert de lancement au sujet, puisque mon sujet, c'est pas spécifiquement ce sujet de philosophie. Et on va commencer, pour arriver aux sciences sociales, par une petite distinction entre les sciences de la nature et les sciences de la culture. Dans
À la fin du 19e siècle en Allemagne, il y a deux philosophes néo-kantiens, Dilthey et Reichardt, qui ont réfléchi à la différenciation des sciences de la nature et de la culture, parce que en Allemagne, à cette époque-là, tous les philosophes étaient néo-kantiens. Kant, il avait écrit la critique de la raison pure. Dans la critique de la raison pure, philosophe Kant, s'était demandé qu'est-ce qui fonde l'objectivité des sciences, et son modèle pour réfléchir à cette question, c'était une réflexion sur la physique newtonienne, qui à son époque passait pour le modèle achevé et le plus parfait de ce que c'est qu'une science qui nous apporte une connaissance du monde naturel. Et donc dans cette Allemagne post-hégélienne où les philosophes universitaires sont tous néo-kantiens, comme d'ailleurs en France à la même époque, à l'époque de la Troisième République, eh bien, le sport, c'est de prolonger l'effort de Kant et de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le degré d'objectivité, le degré de certitude que peut nous apporter telle ou telle science, et qu'est-ce qui les distingue les unes des autres, qui fait leurs caractéristiques sur le plan épistémologique. Et donc, Dilthey et Reichardt et d'autres, mais principalement eux, ils ont proposé de distinguer d'un côté les sciences de la nature, comme par exemple la physique, la chimie, la géologie, la biologie, et d'un autre côté les sciences de la culture ou sciences de l'esprit. Et ce qui les différencierait, ce serait les choses suivantes. Alors déjà, en termes de leur objet, ce sur quoi elles travaillent, hein, leur statut, leur objet de réflexion, on peut les distinguer par une différence ontologique. J'ai écrit une connerie dans le PDF, donc ce serait édité, mais non, c'est bon, non, j'ai rien dit. Donc on peut les distinguer entre celles qui étudient un monde spécifiquement humain et celles qui étudient le monde dans des aspects qui n'impliquent pas l'être humain spécifiquement, ou dont l'être humain spécifiquement n'est qu'un cas particulier. C'est-à-dire que quand vous faites des sciences de la nature, elles peuvent avoir une application où elles peuvent inclure par certains aspects l'être humain, mais ça n'est jamais qu'un cas particulier qui en soi n'a aucun intérêt spécifique. Par exemple, en physique, les humains sont des corps physiques et donc ils sont soumis aux mêmes lois ou propriétés que les autres corps physiques, mais c'est pas intéressant et on ne dira pas que la physique est une science qui étudie l'être humain. Pareil pour la chimie, l'homme est constitué ou animé par certains processus chimiques, et c'est pas non plus sur l'être humain en tant que tel que travaille le chimiste. La biologie, c'est la même chose. L'homme n'est qu'un cas d'animal particulier. On ne peut pas dire que la biologie stricto sensu soit une étude de l'homme. Donc les sciences de la nature, en fait, elles n'utilisent pas spécifiquement l'homme. Ça peut rentrer dans leur champ d'étude, mais c'est accidentel et non pas essentiel. Tandis que les sciences humaines ou les sciences sociales, elles étudient des choses qui dépendent tout à fait fondamentalement et centralement de l'existence humaine dans ses différentes dimensions. Ça, c'est une différence ontologique, mais ce qui est plus important et ce qui surtout a été mis en avant par ces philosophes, c'est une différence d'ordre épistémologique entre la manière dont ces sciences fonctionnent, donc pas simplement leurs objets, mais aussi la manière dont elles s'y prennent pour les expliquer. Et donc ils nous disent que les sciences naturelles reposent uniquement sur l'explication causale, tandis que les sciences sociales ou les sciences humaines incluent aussi un principe de compréhension, de reconstitution de l'intentionnalité d'un autre être humain, un principe empathique qui consiste à se demander quel est le sens de l'action de la personne que j'étudie, quel est le sens que portait, je ne sais pas moi, telle statue de l'Antiquité, Maya, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle signifie? Quelle est l'intention qui réside dans cet objet? Et ça, c'est pas une question qu'on peut poser pour des faits naturels qui n'ont rien à voir avec l'humanité. Dans le monde humain, le sens des événements dépend des intentions des acteurs. Il s'est passé ceci parce que son comportement signifiait cela, tandis que dans le monde non humain ou non biologique en deçà d'un certain niveau de complexification des êtres vivants, il n'y a que des processus causaux sans intention. Et donc, cette différence dans la nature des choses entraîne une différence dans les principes d'explication des différentes sciences. L'explication causale, c'est tout ce qui est du type la boule B bouge parce que la boule A lui a communiqué son mouvement. Donc vous avez une chaîne de cause et d'effet qui à aucun moment n'implique une intention humaine. Tandis que la compréhension, c'est ce que vous faites lorsque vous comprenez que l'arbitre utilise le sifflet pour signifier le début de la partie.
quand vous comprenez que voilà, ce geste-là, il a un sens particulier dans un contexte particulier, bah, c'est une activité empathique. Vous vous mettez à la place d'autrui, vous vous dites pourquoi est-ce qu'il fait ça, quel est le sens que ça a. Et ce faisant, vous ne réfléchissez pas à la chose sur un mode causal, en fait. Vous réfléchissez à un événement en essayant de pénétrer son sens par une activité, par un type de compréhension qui est empathique et qui n'est pas le même que celui qui a cours dans les sciences naturelles. Donc là où les sciences naturelles expliquent par la causalité pure, dans les sciences sociales, il y a une imbrication permanente entre un niveau d'explication qui est d'ordre causal, et c'est tout ce qui va être le déterminisme en sciences sociales, et il y a un type d'explication qui est propre et spécifique, et c'est ça que mettent en avant les philosophes néo-kantiens. Il y a un type d'explication qui est spécifique et qui ne marche que pour le domaine des sciences sociales, qui vise à l'explication par la reconstitution de la subjectivité des individus. Par exemple, dans une séquence d'événements du genre un tel avait soif, il est allé chercher de l'eau à la cuisine parce qu'il croyait qu'il pourrait y trouver à boire, et bien le fait qu'un tel avait soif, c'est un processus physiologique, hein, c'est un déterminisme purement causal, et ça participe de l'explication de ce qui s'est passé d'indiquer que ce déterminisme a eu lieu. Et quand vous dites, quand vous prenez en compte le fait qu'il est allé chercher de l'eau à la cuisine parce qu'il croyait qu'il pourrait y trouver à boire, et bien vous vous intéressez à son intention, hein, à sa conscience, à ce qu'il a de typiquement humain et qui donne un sens à son action. Ou bien, si, autre exemple, hein, c'est toujours pour vous voyez la différence entre le niveau de la causalité et le niveau de l'intentionnalité, si on dit les sauterelles ont détruit les récoltes du pays A, ce qui l'a poussé à envahir le pays B pour éviter la famine, et bien, le premier événement, c'est un phénomène naturel, voilà, une causalité, il s'est passé un ensemble d'interactions entre des éléments de l'écosystème, et le deuxième phénomène, par contre, il implique spécifiquement les êtres humains, et on ne peut rendre compte du comportement des acteurs que en leur attribuant une intention à qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Voilà, c'est un type d'explication qui est proprement humain. Et il s'ensuit que si les sciences sociales sont souvent taxées d'être des sciences molles qui seraient moins précises, etc., que les sciences naturelles, si elles ne sont pas toujours prédictives, hein, si ça n'a pas la fatalité de dire que la planète machin sera toujours au même endroit parce que le mouvement est continu, et ben c'est paradoxalement parce que les sciences sociales ont un fondement épistémologique qui est pour ainsi dire divisé, puisqu'elles mobilisent deux types d'explications plutôt qu'une. Là où dans la nature, vous avez juste à rendre compte de processus de causalité, hein, telle maladie provient de tel germe, je sais pas quoi, et bien dans les sciences sociales, il faut à la fois faire un processus d'interprétation de la démarche des acteurs, et en même temps rendre compte de l'ensemble des déterminismes qui ont façonné le cadre dans lequel ils se trouvent à agir. Ce qui fait un enchevêtrement finalement de couches d'explications qui est tout à fait spécifique à ces sciences, et donc on peut les distinguer par rapport à ça. Deux petites secondes, je sauve une... Non, c'est bon, c'est Vito qui est rentré, très bien. Ok. Donc voilà, ça c'est donc si vous avez compris ça, c'est déjà pas mal. Hein, la distinction entre les principes épistémologiques qui fondent les sciences naturelles d'un côté, et les sciences sociales de l'autre. Alors maintenant, la sociologie. Alors il y a Vito qui m'avait demandé si j'allais critiquer la sociologie. Alors, pas exactement, hein, je ne fais pas cette conférence directement dans ce but-là, quand bien même ça pourrait être un objectif plus long terme. Hein. Je pense que la sociologie est quand même pas mal attaquée, hein, n'ayons pas peur de le dire. Il y a des gens qui pensent que c'est une pseudo-science, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est et qui en ont une mauvaise image. Il y a des gens, souvent de droite, qui pensent que ce serait une espèce de milieu surpolitisé à gauche, voilà, qui finalement ne répondrait pas à des critères scientifiques, ce serait une sorte de planque, quoi, quelque part. Et c'est pas que des gens de droite qui pensent comme ça. Hein. Souvenez-vous, il y a quelques années, la France s'est trouvée à être gouvernée par M. Manuel Valls, Premier ministre de la France. Et M. Manuel Valls, dans des circonstances tout à fait solennelles, à la tribune de l'Assemblée nationale, a expliqué que
La sociologie, c'était une activité qui visait à fournir des excuses à la délinquance, hein, voilà. Euh, bon, et donc on se demande, hein, quand même, de la part de quelqu'un qui a été ministre de l'Intérieur, pourquoi le Premier ministre n'a pas tout de suite tiré de cette affirmation la conséquence de fermer tout de suite les départements de sociologie du pays, c'eût été quand même la moindre des choses, hein, tout de suite étouffer ces centres de contagion d'idées subversives qui minent l'ordre public. Je veux dire, ça serait quand même la conséquence d'une telle affirmation. Et donc, voilà, moi je pense que je vais plutôt essayer d'employer la démarche inverse, quoi, de défendre un petit peu la sociologie face à ce genre d'opinion hostile qui peut exister contre elle. Sachant que c'est pas facile, hein, c'est pas facile de passer après Manuel Valls, qui quand même, du haut de sa licence d'histoire, hein, une L3 quand même, hein, ça le pose là comme autorité scientifique éminente. Autorité d'ailleurs redoublée, hein, du fait qu'il avait déclaré se placer comme l'héritier intellectuel, hein, de Bernard-Henri Lévy. Donc vous comprenez que face à un adversaire comme ça, voilà, c'est presque désespéré d'essayer de défendre la sociologie après de telles attaques, hein. Mais bon, néanmoins, on va quand même essayer, on aime les choses difficiles ici. Alors, la sociologie, qu'est-ce que c'est? Donc je vous ai mis une liste de livres sur les bases épistémologiques de cette discipline. Alors je ne les ai pas tous lus, hein, soyons très honnêtes, parce que c'est des gros bouquins, hein. Et voilà, je vous en ai mis quelques-uns si vous voulez vous-même étudier le sujet, qui font tous autorité là-dessus. J'ai mis aussi des livres complémentairement sur l'histoire de la sociologie, parce que quand on veut bien comprendre l'histoire le fonctionnement d'une science, ses questionnements, etc., il faut étudier à la fois ses principes tels que un certain nombre de scientifiques ont essayé de les dégager, mais aussi son histoire, hein, et la façon dont elle est apparue, dans quel pays, à quelle époque, pourquoi cette science-là plutôt que l'autre, pourquoi celle-là elle a marché, celle-là elle n'a pas marché, voilà. Donc ça c'est de l'histoire des sciences. Et donc je descends le bas de la page 2. Alors pourquoi débuter une introduction sociale par la sociologie? Je l'ai un peu dit que ça ne s'imposait pas naturellement, parce que j'aurais pu aussi bien commencer par l'histoire, ça aurait été tout aussi pédagogique. Néanmoins, il y a un élément qui pourrait servir à justifier pourquoi ce serait intéressant de commencer une étude des sciences sociales par la sociologie. C'est parce que d'un certain côté, là c'est une idée personnelle dont je vous fais part, hein, mais d'un certain côté, la sociologie ne serait-elle pas la plus sociale des sciences sociales? En effet, dans les autres sciences sociales, donc histoire, psychologie, économie, géographie, pour citer les principales, certes, on étudie les faits sociaux, certes, on explique les faits sociaux par des éléments sociaux, mais enfin, c'est pas tout à fait si simple que ça, et en cherchant bien et en étant très méticuleux, on peut arriver à trouver des éléments dans ces sciences qui contribuent à l'explication de leurs objets d'étude, sans être stricto sensu des éléments sociaux. Par exemple, en histoire, on peut dire que tel volcan en Asie du Sud-Est a explosé à telle date, au Moyen-Âge, ce qui a causé un refroidissement des températures, qui a poussé le dépeuplement de telle région en Europe. Quand on dit ça, on contribue à produire un récit historique cohérent qui rend compte du passé, mais on n'a pas mobilisé, du point de vue des facteurs explicatifs, uniquement des faits sociaux. On a aussi mis de l'histoire naturelle, et ça contribue à l'explication historique, puisque c'est le milieu dans lequel existe l'action de l'homme. Bon, c'est un cas particulier, hein, c'est pas le plus flagrant, mais si on cherche la petite bête, on pourrait dire que dans l'histoire, il y a quand même certains éléments qui ne sont pas purement sociaux, qui contribuent à l'explication. Et on pourrait dire la même chose des autres sciences à des degrés variés, parce que c'est plus ou moins vrai selon les cas, mais en psychologie, on pourrait dire qu'il y a certaines branches de la psychologie qui s'attachent à mettre en évidence que si les humains se comportent comme ceci ou comme cela, c'est aussi dû à des facteurs naturels ou biologiques, et pas que à des facteurs acquis ou à des effets de conditionnement sociaux. Enfin, c'est plusieurs niveaux d'explication, plusieurs facteurs. En économie, moi je serais effectivement de ceux qui pensent que l'économie fait partie des sciences sociales. Néanmoins, il y a certains questionnements, certains objets de l'économie, certains types de découvertes, dont le statut ontologique, on ne peut quand même pas dire que c'est l'explication d'un fait d'ordre social, hein, qui mettra en jeu des êtres humains et leurs interactions. Par exemple, quand les économistes se demandent
Est-ce que la vitesse de la circulation de la monnaie, ça a un effet ou pas sur l'inflation? Bah, c'est un questionnement qui traite de la nature des choses, mais vraiment des choses, quoi. C'est-à-dire, c'est quasiment de la physique à ce niveau-là, hein. C'est pas, on se demande est-ce que entre telle variable et telle variable, il y a une relation, hein. Les êtres humains là-dedans et leurs intentions, ils ont disparu. Donc il y a des branches de l'économie dont on pourrait dire que ça déborde sur un certain ordre de choses qui est plus tout à fait le social. Et même chose en géographie. En géographie, on explique l'emplacement des activités ou la constitution des types d'espaces par des facteurs qui peuvent être aussi bien des facteurs physiques liés au milieu que des facteurs sociaux liés à la culture, contraintes économiques, à des contraintes politiques, enfin toutes sortes de facteurs, et pas que des facteurs strictement naturels. Ce qui fait de cette science, la géographie, une science assez hybride, hein, et plus encore que les précédentes. Mais la sociologie, c'est différent. Enfin, me semble-t-il, voilà, c'est une idée que je lance comme ça, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, mais on pourrait dire que c'est quand même la plus sociale des sciences sociales, où il y a quand même dans la sociologie une ambition d'expliquer des faits sociaux par des faits sociaux, et il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de en plus, il n'y a pas d'explication annexe, il n'y a pas de résidu dans un coin qui ferait que ça dérogerait. C'est une science voilà, du social par le social. Alors, la définition de la sociologie, il y a un dictionnaire de référence que vous connaissez qui nous dit que ce serait la science des faits sociaux humains considérés comme un objet d'étude spécifique. Et alors c'est pas mal, hein, c'est pas mal. En plus, on voit que ouais, un objet d'étude spécifique, c'est-à-dire c'est vraiment le social par le social, donc c'est un peu ce que je disais, hein, il n'y a pas de cas particulier ou d'exception. Mais c'est pas une définition très satisfaisante parce que si on y réfléchit bien, toutes les sciences sociales, par définition, elles étudient des faits sociaux. Donc nous dire que la sociologie, c'est la science des faits sociaux humains, c'est un peu bancal, il manque des choses. Alors, question, quelle est la spécificité de la démarche sociologique, son objet d'étude propre, hein? Qu'est-ce qu'il a spécifié parmi les autres sciences sociales? Et à présent, donc cette question, bah, je vais vous demander d'y répondre, hein. On va faire un petit peu de la mise en activité, comme on dit dans l'éducation nationale. Et donc je vous propose un petit exercice voilà, que vous pouvez faire pendant 2-3 minutes. Je vous ai mis, j'espère que ça s'affiche, ou que vous avez le texte et que vous le passez en même temps que moi. Non, ça ne s'affiche pas pour vous, parce qu'il n'y a pas de stream. Donc vous êtes normalement au bas de la page 3, et vous avez sur tout le bas de la page 3 une liste de titres d'œuvres. Et je vais vous demander de réfléchir pendant 2 minutes sur quel est le point commun de ces titres au niveau de leur objet, hein, de ce à quoi ils s'intéressent. Qu'est-ce qui, si on fait l'analyse de ces titres, si on les compare les uns les autres, si on cherche quel genre de questionnement est posé, qu'est-ce qui fait qu'on a affaire à des livres de sociologie, par exemple, plutôt qu'à des livres d'histoire? Voilà. Qu'est-ce que vous arrivez à me dire de l'objet de la sociologie ou de la spécificité de cette science en analysant des bouquins sur le sujet, dont certains sont tout à fait reconnus et canoniques, hein, dans la discipline? Donc voilà, je vous laisse 2 minutes, vous pouvez en discuter entre vous, par écrit, par oral. Voilà. Si vous n'êtes par oral, ce sera sur l'enregistrement, donc vous pouvez le faire par écrit. Et il n'y a pas vraiment de récompense, ou on ne peut pas donner des points par maison comme dans Harry Potter, mais voilà. Je vous laisse y réfléchir pendant 2 minutes. Est-ce que tu veux pas lire les titres à haute voix, Elbron? Parce que tu es sur téléphone peut-être? Ouais. Ok, alors je lis les titres pour Vito. Donc on a communauté et société. Je te dis pas les auteurs parce que sinon ça va te faire trop d'informations. Donc on a communauté et société, le conflit, de la division du travail social, le suicide, les formes élémentaires de la vie religieuse, la domination, essai sur le don, et dont le sous-titre c'est Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, la civilisation des mœurs, 18 leçons sur la société industrielle. Après, on a un titre anglais Exit, Voice and Loyalty, Response to Decline in Firms, Organization and States. Ce qu'on pourrait traduire par la fuite, la prise de parole ou la loyauté, les réponses à la dégradation d'un bien ou d'un service dans les entreprises, les organisations et les États.
On a la reproduction, élément d'une théorie du système d'enseignement. Et on a toujours de Bourdieu la distinction critique sociale du jugement. Du coup, je n'ai pas trop compté le temps, mais je vous laisse encore une minute. Et vous pouvez écrire dans le Sénat si vous voulez faire des hypothèses, si vous voulez essayer d'avoir la bonne réponse. Et j'en ai pas parlé, mais je peux le faire pendant que vous réfléchissez. Évidemment, ce qui fait que j'ai un intérêt particulier pour la sociologie, c'est que je l'ai pratiqué durant ma licence de sciences politiques. On avait beaucoup de cours de sociologie, des politiques publiques, des sociologies de l'organisation de l'État, de la sociologie de la mondialisation, de la sociologie des mouvements sociaux. Enfin, on avait plusieurs cours de sociologie. Donc, c'est une discipline que j'ai beaucoup fréquentée et je ne le regrette pas. Je regrette de ne pas en faire plus, au contraire. Alors, on a des gens qui proposent des hypothèses de qu'est-ce qui ferait le commun de ces titres et des recherches qui y sont associées, hein. Des gens qui répondent des trucs, hein. Il y a Vito qui triche un petit peu parce qu'il dit expliquer les faits sociaux par d'autres faits sociaux. Ouais, d'accord, mais c'est un peu ce que disait la définition dont je parlais juste au-dessus et que je disais qu'elle était un petit peu insatisfaisante ou un petit peu courte. Et on a Carotte qui nous dit c'est centré sur les relations, les interactions, les transactions humaines. Ce qui n'est pas faux. L'impact des institutions sociales sur les individus, ça c'est pas mal, mais ça marche plus pour certaines branches de la socio que d'autres, mais c'est une partie de la réponse. Ils sont... Non, c'est faux, Nayosh, il y a un titre qui est en anglais. Alors j'avais aussi posé la question, je vous laisse encore un peu y réfléchir, pourquoi c'est des titres de sociologie et pas des titres d'ouvrages d'histoire? Ah, merci Lapin. Bon, il n'a pas trouvé une partie de ce qu'il avait à trouver. Je vais expliquer tout à l'heure vite fait anthropologie et sociologie, Carotte. Alors, donc je passe à la page 4, enfin vous aussi du coup, avec la réponse. Et comme l'a trouvé Lapin, effectivement, ça ne peut pas être des titres d'ouvrages historiques parce qu'ils n'ont pas de date, ils n'ont pas de périodisation, il n'y a pas de découpage chronologique. Ils ne visent pas à analyser une évolution, ou en tout cas pas une évolution qui serait localisée dans une période déterminée. Durkheim, par exemple, le grand sociologue fondateur de l'école française de sociologie, Durkheim étudie le suicide en général. Il n'étudie pas le suicide en France de 1900 à 1800, de 1800 à 1900 plutôt. Il prétend étudier le suicide en général et ses formes. Et donc il n'y a pas de cadre spatial, il n'y a pas de cadre temporel comme dans une étude d'histoire où effectivement si c'était des bouquins d'histoire, ils auraient tous la France de telle date à telle date, le siècle de machin, il y aurait une périodisation, il y aurait une date. Ça c'est la différence, c'est un des éléments qui permet de sentir un petit peu la différence avec l'histoire, on aura l'occasion d'y revenir plus loin dans le développement. Alors quand un sociologue étudie des processus, et il y avait dans certains des titres des éléments qui ne sont pas statiques mais des processus, comme par exemple la civilisation des mœurs chez Elias ou l'étude de la division du travail social chez Durkheim, quand le sociologue fait ça, ce qui l'intéresse, c'est le processus lui-même en tant que fait social qu'il vise à expliquer, c'est pas sa date ou ses causes historiques qui en rendraient compte dans une société déterminée à un moment déterminé.
C'est pas une portion du temps qui intéresse le sociologue, c'est un type de fait qui pourrait éventuellement se produire dans une société à une autre date. Voilà, donc ça, c'est tout à fait différent de la démarche de l'historien qui est centrée sur une période particulière. Autrement dit, la sociologie est moins particulière que l'histoire, hein. On a pu dire, même si c'est assez contesté, que l'histoire, ce serait la science de ce qui n'est arrivé qu'une seule fois, et de ce qui ne se reproduira jamais à l'identique. La sociologie, c'est pas ça. Tous les titres sont courts, comme ça a été dit, mais pourquoi ils sont courts? Parce qu'ils sont abstraits. Ils n'ont pas de cadre géographique, ils n'ont pas de cadre temporel. On a pris le phénomène, on l'a abstrait, vous voyez. Donc ce qui intéresse le sociologue, c'est d'isoler un objet dans le monde social et de rendre compte de son existence et de ses formes par ses relations structurelles avec d'autres éléments du système que forme une société donnée. Voilà. Ça, vous pouvez bien le noter. Et je vous ai mis une citation d'un historien français, Henri C., qui exprime bien cette idée. La sociologie ne tient qu'un compte secondaire de l'espace et du temps. Elle a surtout pour objet de décrire l'organisation des sociétés in abstracto, hein, dans l'abstrait, en supprimant les particularités liées de tel moment et de tel lieu. Donc il y a cette ambition-là, et les sociologues, certains des titres qui avaient été proposés auraient pu vous mettre sur la piste. Les sociologues sont des gens qui proposent des classifications des sociétés, entre autres choses. Par exemple, ils vont vous dire qu'il existe des sociétés industrielles et qu'on peut dégager pour ces sociétés-là un certain ensemble de caractéristiques qui font que c'est des sociétés industrielles et pas des sociétés agraires ou encore une autre forme possible. Ça m'amène à parler de la relation entre anthropologie et sociologie qui a été posée dans le chat. Les anthropologues sont des sociologues spécialisés d'un type de société spécifique, les sociétés primitives entre guillemets ou archaïques entre guillemets, qui ont un certain ensemble de traits. On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas la question, mais voilà, dans les classements sociologiques des différentes sociétés, il y a certaines formes sociales qu'on peut définir comme étant des sociétés de type archaïque, qui par exemple se définissent par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vivent, qui sont de petite taille, etc. etc. Bon. Et quand Houston Westberg, qui est un anthropologue justement, publie son bouquin sur le tabou en 1952, eh bien, ce qu'il essaie de faire, c'est de dire quelque chose de vrai sur le fonctionnement du tabou, donc du fait qu'il y a des choses interdites ou dont on n'a pas le droit de parler, ou voilà, qui constituent une sorte de limite de la conscience sociale et de sa pratique. Il cherche à dire quelque chose de vrai sur le fonctionnement du tabou, qui marche dans n'importe quelle société primitive donnée, sachant que bien évidemment, il en a forcément étudié qu'un nombre fini, il ne les a pas toutes étudiées, mais il essaie de généraliser à partir d'études particulières pour arriver à quelque chose de suffisamment large et général pour valoir pour tout type de société primitive connue ou qu'on connaîtra à une date ultérieure. Il s'agit de dégager des lois finalement du fonctionnement des sociétés. Et donc c'est pas le fait que ce soit telle ou telle société particulière de telle date à telle date qui est important, c'est le fait qu'on peut en tirer des savoirs d'ordre généraux. Donc la sociologie, elle porte une grande ambition théorique de généralisation. Ça permet de la reconnaître, et le fait qu'elle soit marquée par ce grand degré d'abstraction dans la recherche, puisqu'elle vise à aboutir à des modèles théoriques et non pas à un simple récit particulier comme l'histoire, eh bien ça permet de mieux comprendre pourquoi c'est une science qui a été pratiquée par de nombreux chercheurs qui avaient au départ une formation en philosophie, parce que la philosophie aussi, par définition, c'est une discipline extrêmement abstraite. Les mathématiques aussi sont extrêmement abstraites, mais bon, ça s'y prête moins puisque ça concerne moins directement l'être humain. Et donc voilà, je vous ai mis une liste de toutes sortes de sociologues dont la formation initiale est une formation en philosophie, et c'est assez fréquent que les grandes figures qui ont marqué la sociologie sont souvent des philosophes de formation, parce que vous avez cette dimension de théorisation et d'abstraction qui est tout à fait fondamentale dans cette discipline, et c'est bien ce qui la rend difficilement accessible. C'est beaucoup plus dur de lire un bouquin de sociologie que de lire un bouquin d'histoire, c'est beaucoup plus inhumain, vous allez moins être attaché à tel ou tel personnage ou à un récit chronologique qui peut nous être familier. Un sociologue, lui, peut switcher, il peut passer d'un aspect de la société à l'autre sans qu'on puisse trouver des repères temporels. Et donc ça rend ce type-là de réflexion assez spécifique, assez difficile. Alors maintenant, je voudrais enchaîner, ça fait déjà une demi-heure, hein.
Il faudrait pas que ça dépasse encore un quart d'heure, 20 minutes. Bon, donc maintenant j'enchaîne sur l'apparition de la sociologie en Europe au XIXe siècle, puisque comme je vous le disais, si vous voulez comprendre une science, il faut comprendre ses conditions d'apparition. Donc bien qu'il y ait un certain nombre d'auteurs classiques qui, a posteriori, ont pu être considérés comme des précurseurs de la sociologie, par exemple Machiavel, par exemple Rousseau, par exemple Montesquieu, et certains pourraient ajouter qu'une partie de l'œuvre d'Aristote, une partie de l'œuvre de Hobbes, pour citer des philosophes, a une portée sociologique ou peut être utilisée pour développer une réflexion de type sociologique. Donc on pourrait dire qu'il y avait des gens qui, avant la formalisation de cette science, avaient des raisonnements qui pouvaient s'apparenter à des raisonnements sociologiques, avant le 19e siècle. Néanmoins, ce n'est qu'au 19e siècle en Europe, à la suite de la Révolution française et de la Révolution industrielle, que les sociétés de ce temps-là ont été traversées par un ensemble de bouleversements fondamentaux qui ont amené à une évolution de la pensée scientifique de cette époque et à l'apparition de la sociologie. Parce que bon, voilà, là j'appelle des connaissances historiques que je pense que vous avez plus ou moins. Et Révolution française d'un côté, tout est chamboulé dans l'ordre politique. Révolution industrielle de l'autre côté, tout est chamboulé dans l'économie et dans l'ordre social avec de nouveaux groupes sociaux qui n'existaient pas, qui se forment. Et donc les premiers sociologues ou les précurseurs de la sociologie qui commencent à réfléchir à ça au XIXe siècle cherchent déjà à développer donc des classifications typologiques des sociétés pour rendre compte de quelle est la société de leur temps, quel est le monde tout à fait nouveau auquel ils ont affaire et qu'ils ne connaissent pas et qui n'est pas le monde qui existait dans l'Ancien Régime ou qui semblait avoir été le même perpétuellement dans le passé. Ils prennent conscience qu'il existe une diversité de formations sociales possibles, ce qui constitue une rupture majeure avec la pensée classique, qui était beaucoup moins sensible aux aspects structurels du changement historique. Hein, typiquement, avant, vous aviez des gens qui écrivaient des narrations et qui vous expliquaient qu'après tel roi, il y avait eu tel autre roi, ou qui vous citaient voilà, des faits, telle épidémie s'est produite, mais ce n'était pas une réflexion sur le tissu même de la société, ces aspects véritablement structurels. Et donc là, je vais vous résumer très grossièrement et très rapidement quelques-uns des penseurs marquants de la sociologie européenne au XIXe siècle et de leurs différentes façons d'essayer d'expliquer mais c'est quoi cette nouvelle société qui apparaît en face de nous au XIXe siècle. Donc vous avez Saint-Simon et son disciple Auguste Comte, et pour eux, ceux qui caractérisent leur présent, ceux qu'ils ont en face d'eux, c'est des sociétés qui sont dans un basculement depuis des sociétés anciennes qui étaient dirigées par des élites militaires et féodales, à des sociétés industrielles qui sont de plus en plus dirigées par des experts, des ingénieurs et des savants. Hein, très grossièrement, l'approche saint-simonienne et comtienne s'intéresse surtout aux élites et aux idéologies. Voilà, ça c'est un certain courant des précurseurs de la sociologie. Ensuite, vous avez Tocqueville. Pour Tocqueville, la grande différence qu'il faut remarquer, c'est que les sociétés modernes marquent le passage d'un ancien régime aristocratique à des sociétés démocratiques. Et lui, il l'entend beaucoup moins dans un sens politique, comme ça pouvait être le cas chez Comte et Saint-Simon. Parce que chez Tocqueville, la démocratie, c'est d'abord un certain état des mœurs qui se caractérise par une égalisation croissante des conditions de vie entre les individus. Donc l'approche de Tocqueville, elle est beaucoup plus centrée sur les mœurs. Ensuite, vous avez Karl Marx, qui écrit plusieurs textes politiques, mais dans lesquels il entre des dimensions de réflexion sociologique, notamment dans l'idéologie allemande. Et pour Karl Marx, ce qui est important de remarquer, c'est que la révolution industrielle a permis l'accouchement de la société bourgeoise capitaliste, qui est une société qui était en train de se préparer, de se former à partir de l'Ancien Régime, à partir de ce qu'il va appeler le mode de production féodal. Et la perspective sociologique de la démarche de Marx, elle est centrée, elle accorde un poids déterminant dans l'explication sur les facteurs économiques et techniques. Et puis vous avez enfin, mais on pourra en citer d'autres, je n'ai pas fait une liste complète, vous avez Ferdinand Tönnies, qui est un Allemand, qui est un des premiers sociologues allemands, très, très intéressant et méconnu. Et pour lui, ce qu'il est important de saisir dans la transformation de la société à son époque, c'est que avant on avait des sociétés de type communautaire, qui étaient des villages, des sociétés paysannes, agraires, etc. Et ces petites communautés isolées, qui avaient des liens communautaires très forts, sont en train de se fragmenter dans le processus d'urbanisation pour donner naissance à une société beaucoup plus large,
qui est marquée par l'anonymat, la relation fonctionnelle plutôt que personnelle à autrui, hein, le fait qu'on rencontre constamment dans un monde urbain des gens qu'on ne connaît pas, avec lesquels on a des relations superficielles, alors qu'avant on rencontrait que des gens qu'on connaissait dans des sociétés de petite taille. Et donc ça inclut un certain nombre de phénomènes sociaux qui l'inquiètent, hein, Tonys, notamment la solitude. Et comme Tocqueville ou Durkheim, il fait partie de ces sociologues qui s'inquiètent, ou ces précurseurs de la sociologie, qui s'inquiètent de l'érosion du lien social lié au passage à une société plus individualiste. Et il a une démarche qu'on pourrait qualifier de centrée sur la conscience de soi et les interactions des individus. Et vous noterez que ces différentes interprétations de l'évolution sociale au XIXe siècle ne sont pas forcément incompatibles, hein. Il y a des éléments qui se complètent bien entre les propositions théoriques de ces différents auteurs. Donc maintenant qu'on a vu ça, on peut en dégager une autre dimension essentielle, hein, qui sépare la sociologie de la science historique. C'est le fait que les sociologues étudient des sociétés dont ils sont les contemporains. Le sociologue, il est immergé, comme l'anthropologue qui part étudier une tribu primitive, le sociologue, il est immergé dans son objet d'étude, alors que l'historien cherche quant à lui à reconstituer le passé d'une société. Donc quelque chose qui ne lui est plus contemporain et dont il n'a plus que des traces ou des résidus. Le sociologue peut utiliser dans sa réflexion des connaissances sur des sociétés passées, mais ça va être dans une démarche comparative et typologique, afin de faire ressortir les caractéristiques de la société présente. Et cette différence de temporalité dans leur objet d'étude, elle entraîne immédiatement des différences dans les démarches qui vont être suivies par ces sciences. D'un côté, les historiens vont travailler sur des archives, sur des éléments archéologiques, c'est-à-dire sur des traces du passé, tandis que le sociologue, lui, il peut étudier ses contemporains directement. Et donc ça va le pousser, cette préoccupation, cette démarche, à utiliser des méthodes de recherche différentes, comme des enquêtes statistiques sur la consommation des groupes sociaux, par exemple, faire de l'observation participante, faire des entretiens individuels où il s'intéresse directement au sujet qu'il veut étudier, et donc que des méthodologies qui n'ont de sens que sur une société dont on est à laquelle on est pleinement intégré, qui est une société dont on est le contemporain. Ça, c'est sur la différence entre sociologie et histoire, et puis la sociologie devient une science reconnue dans les universités européennes à la fin du XIXe siècle. C'est le moment d'institutionnalisation de cette science qui continue à exister encore aujourd'hui. Je regarde combien il me reste pour pas déborder. Ouais. Hein. Est-ce qu'en 10 minutes je vais y arriver? Je ne sais pas. Ça fera 1 heure dans 15 minutes. Ouais, bon. Faudrait pas qu'on dépasse l'heure. Hein. Alors, donc maintenant, je vous présente rapidement quelques paradigmes et grands courants en sociologie pour que vous puissiez voir que dans cette science dont on a écrit les traits généraux, il y a des sous-tendances et des oppositions qui font que la sociologie d'un tel, c'est pas la sociologie d'un tel, et donc il faut tout à fait être prudent avant de qualifier d'une façon ou d'une autre la sociologie en général, parce que la sociologie, il y en a plusieurs. Donc schématiquement, on peut opposer des écoles sociologiques qu'on peut qualifier de holistes, hein, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent au tout, elles prennent la société comme un tout. Et parmi ces écoles de type, ces mouvements en sciences sociales qu'on peut qualifier d'holistes, eh ben on peut trouver Durkheim et ses élèves, donc les durkheimiens, notamment en France, c'est une école française, l'école de Durkheim. On peut aussi ranger dans cette catégorie les sociologies d'inspiration marxiste, ainsi que les sociologies d'inspiration structuraliste, notamment celle de Pierre Bourdieu. Alors qu'est-ce qui fait le point commun, très généralement, de ces différentes démarches sociologiques, ou ces différents paradigmes en sociologie? Alors je vais vous lire un petit texte qui me semble bien rendre compte de qu'est-ce que serait un point de vue holiste dans une méthodologie de sciences sociales. Donc Karsenty et Lemieux, deux sociologues contemporains, qui disent « La sociologie, pour exister comme telle, est nécessairement holiste. Il lui est impossible de considérer, entre parenthèses, sauf occasionnellement à titre heuristique, et afin de mieux faire apparaître par contraste la situation qu'elle considère comme réelle, qu'il existe des actions ou des individus qu'on puisse décrire comme purement individuels.
Pour elle, y compris dans les sociétés les plus individualistes, l'action et le raisonnement des individus ne sont analysables qu'à condition d'être systématiquement rapportés à la communauté ou à la société à laquelle ces individus se sentent ou se veulent appartenir, qui leur fournit le cadre mental et normatif sans lequel leur serait impossible de penser et d'agir, même lorsqu'ils entreprennent de le considérer d'un point de vue extérieur. Donc des individus finalement fortement dépendants des influences de la société qui sont plongés dans le social. Je vais revenir sur ces distinctions, mais je vous les présente rapidement. Et inversement, le courant opposé, ce serait les démarches de sociologie ou plus largement de sciences sociales qu'on peut qualifier d'individualistes, ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Alors c'est par exemple le type de sociologie pratiquée par Max Weber, donc le grand fondateur, l'une des grandes figures en tout cas de la sociologie allemande. Et c'est aussi le cas en France de quelqu'un comme Raymond Boudon et de ses élèves. Et alors une déclaration qui manifesterait cet esprit ou cette perspective épistémologique typiquement individualiste, je l'ai prise chez l'anthropologue James Scott, que vous connaissez peut-être, spécialiste de l'Asie du Sud-Est notamment. Alors je ne sais pas si son œuvre dans son ensemble est spécialement individualiste, j'ai pas l'impression, mais le passage que j'ai sélectionné, c'est tout à fait quelque chose qu'un individualisme méthodologique pourrait dire pour justifier sa position, sa démarche. Et il souligne la chose suivante. Ce qui est inadmissible à la fois sur le plan moral et scientifique, c'est l'orgueil démesuré qui prétend comprendre le comportement d'agents humains sans porter une attention systématique, ne serait-ce qu'un instant, à leur propre compréhension de ce qu'ils font et à leur façon de s'expliquer par eux-mêmes. Le travail des sciences sociales tel que je le perçois est de fournir provisoirement la meilleure explication possible d'un comportement à la lumière de toutes les preuves disponibles, y compris et surtout les explications calculées et délibérées des agents dont le comportement est à l'étude. Donc là, au contraire, il s'agit de montrer que le monde social n'est pas simplement fait de groupes et d'entités abstraites, et de déterminisme, etc., mais il y a bel et bien des acteurs, et c'est ce qui a influencé l'évolution d'autres sciences sociales, par exemple la géographie. En géographie, depuis les années 80, on parle beaucoup de tournant actoriel. Eh bien, il s'agit de montrer que les faits sociaux, les faits qu'il s'agit d'expliquer, en tout cas, sont façonnés par les choix et les stratégies des individus. Alors, je vais approfondir un petit peu cette opposition de paradigme, et donc vous sentez peut-être déjà quand, sous ces affrontements épistémologiques, il y a un petit peu des conceptions quand même philosophiques sous-jacentes de l'être humain et de sa nature qui peuvent affleurer ou être implicitement postulées ou défendues. Alors pour vous faire comprendre l'opposition entre le holisme et l'individualisme en sciences sociales, je vais utiliser la métaphore du jeu d'échecs, à laquelle j'ai pensé par moi-même, et puis en relisant mes notes, je me suis dit, mais tiens, en fait, Norbert Elias avait déjà utilisé cette métaphore. Donc en fait, ça marche pas mal. Alors, mettons que le monde social, ce soit un jeu d'échecs. Et bien, si on le regarde avec des lunettes individualisme méthodologique, qu'est-ce qu'on va voir on va voir des gens qui sont en train de réfléchir et qui font des actions en fonction de buts qu'ils se sont donnés à eux-mêmes. Et la démarche du chercheur, ça va être d'essayer de rentrer dans leur tête, de comprendre qu'est-ce qui les a motivés à faire ce qu'ils font. Et quand ils déplacent ces pièces là sur la partie, c'est quoi ses intentions? Quel est le sens de son action? Imaginez un anthropologue qui regarde des joueurs qui n'a jamais vu un jeu d'échecs. Il faut essayer de comprendre le sens. Qu'est-ce que les gens ont dans la tête lorsqu'ils font telle ou telle activité? Quels sont les buts, quels sont les intérêts, pourquoi ils défendent telle pièce plutôt que celle-ci, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qu'il vise, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qui fait cet individu. Donc dans ce paradigme-là, il s'agit de mettre en évidence la rationalité des choix des agents dans le monde social, leur stratégie, la logique subjective de leurs interactions. Et les individualistes méthodologiques vont mettre l'accent sur ce que pensent les joueurs du monde social, ils vont prendre au sérieux la conscience que les individus ont d'eux-mêmes. Ils vont considérer que ça participe pleinement de l'explication de tenir compte de ce que les individus estiment qu'ils sont en train de faire. Et pour un individualisme méthodologique, loin que la société soit explicable par des entités collectives ou leurs affrontements ou leur constitution, le social, c'est d'abord et avant tout le résultat imprévu d'un enchevêtrement d'actions individuelles, à l'image d'une partie d'échecs où
Et bien chacun des acteurs suit sa stratégie, déplace ses pièces, et puis à un certain moment donné, la partie, c'est plus du tout ce que le premier avait envie de faire, et c'est pas du tout non plus ce que le deuxième avait envie de faire, c'est devenu l'imbrication de leurs différentes... des conséquences objectives de ce qu'ils ont fait le coup d'avant, et de l'état dans lequel la partie est arrivée. Et ça produit des résultats qui sont imprévisibles, et qui n'ont été voulus comme tels par personne, bien souvent, ça produit ce qu'on appelle des paradoxes sociaux. Voilà, ça ce serait en très résumé, qu'est-ce que serait le point de vue individualiste sur ce que font des joueurs d'échecs. Et alors si on abandonne cette perspective, ou si on la repousse, ou si on considère que ça n'est qu'un moment d'une véritable démarche scientifique, et si on adopte plutôt, pour regarder les mêmes événements, une approche holiste, bon c'est peut-être un peu caricatural ce que je veux dire, mais les approches holistes, elles vont souligner, elles vont considérer que ce qui est à expliquer, c'est de faire comprendre plutôt les contraintes qui pèsent sur les individus, sur les acteurs. Le fait qu'ils n'ont pas choisi le jeu qu'ils jouent, qu'ils sont en train de jouer leur partie d'échecs avec... déjà, ils n'ont pas forcément choisi de jouer aux échecs. Pourquoi est-ce qu'ils jouent aux échecs? Voilà, ils jouent aux échecs. Mais en plus, ils jouent aux échecs avec des règles du jeu d'échecs qu'ils n'ont pas choisies. Ils sont plongés dans les règles du jeu d'échecs comme on est plongé dans un langage dont on n'a pas décidé les règles et la structure, qui nous est incorporé de l'extérieur par la socialisation, par l'éducation qui est coercitive. Donc les individus se retrouvent plongés dans un monde dont ils n'ont pas choisi les règles du jeu. Ils n'ont pas non plus choisi la nature des pièces qu'ils sont en train de déplacer, pourquoi le cavalier, on est obligé de le déplacer d'une façon aussi pourrie, etc. etc. Et donc, c'est les déterminismes sociaux qui vont intéresser les approches plutôt de type holiste, en montrant que l'individu, finalement, n'est qu'un petit élément qui est plongé dans le grand tout de la société, qui est poussé à faire des choses parce que des forces s'exercent sur lui, qui ne choisit pas forcément telle ou telle chose, ou qui, s'il choisit, il choisit entre des possibles qui lui sont objectivement présentés, mais tel le nageur qui ne peut nager que grâce à l'eau dans laquelle il est, s'il n'y avait pas d'eau, il ne pourrait pas nager, quoi. Il doit faire avec ce qu'il trouve. Et donc ils insistent sur les contraintes et sur le fait que le sens des faits sociaux est irréductible aux croyances conscientes et aux justifications que les agents donnent subjectivement de leur action. Pour un individualiste, les individus ne sont... pour un holiste, pardon, pour une démarche holiste, les individus ne sont pas les seules réalités du monde social, et il y a d'autres entités que les individus, et les individus ne sont pas... leur conscience n'est pas totalement transparente, et ils ne savent pas totalement qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, etc. Et on retrouve ce type de démarche épistémologique, par exemple, autour du concept d'idéologie chez Marx, qui a été réemployé dans des sens différents chez d'autres sociologues, par exemple chez Karl Mannheim, où on va montrer que quand les individus défendent des choses, c'est parce qu'il y a des intérêts qui les poussent à sélectionner telle ou telle croyance, et c'est pas simplement une affaire de conscience rationnelle. Alors comment chacune de ces positions, l'individualisme d'un côté, le holisme de l'autre côté, voit la position inverse? C'est simple, pour les individualistes, les gens qui sont dans l'approche de type holiste, ils vont être critiqués comme étant trop généraux, trop... Ils vont leur reprocher d'ignorer le point de vue des acteurs. C'est un petit peu le texte de Scott qu'on a vu juste au-dessus. Ils vont leur reprocher d'avoir une approche chosiste du monde social. Ils vont leur dire, mais les humains, c'est pas des choses, vous pouvez pas les traiter avec uniquement des paradigmes causals comme si c'était de la physique. Il faut prendre en compte la spécificité humaine du monde social. Et donc ils vont reprocher aux démarches de type holiste d'ignorer les croyances ou les intentions des acteurs, d'ignorer leur singularité. Ils vont vous dire mais un tel, il peut ne pas se comporter comme son groupe parce qu'on ne peut pas le réduire à son groupe. Donc ils vont pointer le danger, enfin ils vont mettre en évidence les singularités du monde social pour critiquer des approches qui seraient trop généralistes. Ils vont pointer le danger des généralisations abusives. Ou alors, c'est une critique un peu différente, mais qui est souvent faite aux démarches de type holiste, et notamment, très particulièrement, a beaucoup été faite aux approches structuralistes, on va leur reprocher d'être des approches fixistes. On va leur dire, puisque tout est déterminé comme vous nous le dites, et puisque le monde social il est aussi pesant, et aussi lourd, et aussi déterminé que vous nous le montrez, comment donc le changement historique peut-il être possible? On va reprocher en fait aux approches holistes de ne pas pouvoir rendre compte des évolutions et des changements
dans le monde social, pourquoi est-ce qu'il y a de la création dans l'histoire, pourquoi est-ce que l'histoire ne se répète pas tout le temps, pourquoi est-ce que c'est pas tout le temps le même type de société qu'on observe si le jeu social il est aussi déterminé que ça. Et inversement, comment les holistes auraient tendance à voir les individualistes, eh bien, ils auraient tendance à dire que leurs approches méthodologiques elles surestiment la rationalité et la liberté des individus. Si on était en philosophie, on dirait que c'est des disciples de Sartre, ils croient que l'homme n'est que pure liberté et qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc pour les holistes, les individualistes, en fait, ils sont naïfs, ils ne voient pas le corset du social et tout ce que la société fait pour pousser dans le dos les individus et pour orienter leur trajectoire. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, vous sentez quand même dans ces oppositions méthodologiques que derrière, on retrouve sous une forme un peu différente quand même des clivages qui sont bien connus en histoire de la philosophie entre déterminisme et libre arbitre, entre l'homme est-il un être de raison ou de passion, voilà, ce genre de questions traditionnelles de la philosophie, d'une certaine façon, elles se retrouvent dans les oppositions méthodologiques de la sociologie, et ce n'est pas si étonnant, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de sociologues qui étaient anciennement philosophes de formation, donc à la fois parce que c'est dans leur objet, mais à la fois parce que c'est dans leur formation, on peut retrouver des clivages qu'on connaît bien dans d'autres champs intellectuels. Donc la présentation que je vous ai faite entre les holistes et les individualistes, elle est un petit peu grossière, c'est pour simplifier que j'ai employé ces métaphores. Il y a évidemment des positions qui sont plus fines que ça, ou qui essaient de synthétiser les deux, ou qui prétendent avoir réussi à synthétiser les deux. Une déclaration qui me semble pas trop mal pour montrer c'est quoi un point de vue nuancé, c'est cette phrase de Marx dans le 18 Brumaire, son bouquin sur Bonaparte, où il nous dit « Les hommes font leur propre histoire ». Donc l'histoire de l'humanité, c'est pas la fatalité, c'est pas on peut rien changer, c'est pas il se passe toujours la même chose et rien de nouveau sous le soleil. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans des conditions choisies par eux. Ils le font dans des conditions directement données et héritées du passé. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la nage. On ne peut pas nager s'il n'y a pas d'eau. Si on décide de nager dans l'eau, il faut accepter les contraintes qu'il y a à nager dans l'eau. Il y a une réalité objective et on est obligé de faire avec ce qu'on trouve. Donc c'est cette ambivalence qui traverse finalement l'opposition entre ces paradigmes. Et elle est bien résumée dans cette citation que je vais utiliser pour conclure cette partie de mon intervention de ce soir. Petite citation de Patrick Farreau sur ces oppositions scientifiques qui nous dit « Une difficulté essentielle de la sociologie est d'être une science qui s'applique à des êtres supposés à la fois autonomes et conditionnés. Si les êtres humains sont autonomes, ils sont imprévisibles et par conséquent difficilement connaissables. S'ils sont conditionnés, ils sont peut-être connaissables, mais sûrement pas autonomes. » Vous voyez, quelle que soit la branche de l'alternative qu'on prend, ça pose des difficultés. Donc on est obligé d'essayer de trouver une position intermédiaire, mais qui pose des difficultés. Et la même idée est un petit peu présente dans la page Wikipédia anglaise de présentation de la sociologie, qui nous dit « Toutes les sphères de l'activité humaine sont affectées par une interaction entre la structure sociale et l'agentivité, je ne sais pas très bien comment traduire, la capacité individuelle des acteurs à exercer une action indépendante. » Donc c'est tout le temps ce jeu de la pesanteur du social et de la marge d'action et des stratégies des acteurs qui va faire les différentes oppositions structurantes de la sociologie, les différentes démarches possibles en sociologie, et qui va structurer les tentatives d'expliquer le comportement des individus et des sociétés. Je fatigue un petit peu, je vous propose de faire une pause de 5 minutes. S'il y a des questions, je vais prendre des questions. Et puis ceux qui veulent rester un peu plus longtemps, on fera la deuxième partie en essayant de ne pas prendre plus de temps, voilà, 45-50 minutes, histoire de pouvoir discuter pour ceux qui iront jusqu'au bout. Donc je reviens dans un instant, vous pouvez poser des questions à l'écrit, puis je prendrai une ou deux questions.
pour répondre à Vito, je bois un petit peu d'eau en même temps, qui est juste devant mon nez là sur les questions. Euh, Il y a plusieurs clivages, hein. J'ai essayé de les résumer, parce que quand on dit individualisme méthodologique, c'est déjà des agrégats de positions différentes en fait, hein. Il y a plusieurs individualismes méthodologiques au pluriel, pareil, il y a plusieurs holismes au pluriel. L'imprévisibilité, c'est par opposition au déterminisme, et la rationalité, c'est par opposition à les acteurs, en fait, ne font pas ce qu'ils croient qu'ils font, ils font ce qu'ils ne pensent pas faire, quoi. Ils sont mus par des facteurs qui leur échappent, quoi. C'est ça les oppositions un petit peu. Mais oui, effectivement, si les gens sont rationnels, ils peuvent être très prévisibles, hein, bien sûr. Alors, je pense pas que le mot soit daté, je l'ai pas dit, mais le terme même de sociologie a été introduit par Auguste Comte, et ensuite il a été repris par Durkheim. C'est le terme qui a été adopté de façon assez indépendante, à mon avis, en Allemagne, en Italie, en France, aux États-Unis à la fin du 19e. Après, c'est propagé dans d'autres pays, mais voilà, c'est plus ou moins indépendant l'apparition de ces sciences dans ces différents pays. Et bah, c'est le terme qui est en usage depuis cette époque. Donc non, il n'y a pas vraiment d'alternative, quoi. Et éventuellement, parce que les découpages académiques sont parfois un peu flottants, tu peux avoir des chercheurs qui ne sont pas sociologues au sens où ils auraient la titulature sociologue, mais qui font de la sociologie. Par exemple, un professeur tout à fait intéressant, dont j'aurai l'occasion de reparler, il s'appelle Frank Lovett, qui est un intellectuel américain, enfin états-unien contemporain. Il a une chaire, enfin un poste académique qui s'appelle professeur de sciences politiques, et en fait il fait des bouquins de philo et de sociologie. Tu vois, donc tu as des fois des gens qui font des choses qui ne sont pas stricto sensu dans leur, leur appellation disciplinaire. Pareil, tu as des gens qui ont pu faire de la sociologie avec des intitulés officiels de psychologie sociale. Ça peut varier selon les pays, peut y avoir des glissements quand tu es dans des zones proches d'une autre spécialisation, d'une autre science sociale. Carotte qui dit qu'il n'est pas d'accord, mais j'ai pas bien compris avec quoi il n'est pas d'accord. Non, là, en l'occurrence, il a juste dit qu'il n'était pas d'accord. Ouais, très bien. Je prends note de cette information. Je vois qu'on était rejoint par Cyfax, c'est excellent. C'est l'un de ceux que je voulais peut-être avoir avec nous. Bonsoir. Si vous voulez pas être sur l'enregistrement, il ne faut pas parler en vocal par contre, hein, mais après c'est comme vous voulez, hein. Carotte dit qu'elle a une présentation animée sur la sociologie, ben c'est très bien. Il y a Clémenceau qui demande, dans le mauvais salon avant et maintenant ici, si on va voir la méthodologie de la sociologie. Bah, j'ai déjà parlé des principes alors qui sont communs aux sciences sociales sur la distinction, causalité, compréhension. J'ai déjà parlé de certaines méthodes d'enquête, donc j'en ai cité quelques-unes. Et donc voilà, on va pas rentrer beaucoup plus que ça dans les détails. Après, là, on va enchaîner tout de suite sur une étude, enfin un cas particulier, l'étude de la thèse du Bimont, si j'arrive encore à parler. Et ben, vous pourrez avoir un exemple, hein, un cas particulier de qu'est-ce que c'est que faire une thèse en sociologie, quelles sont les démarches mobilisées. Alors bien sûr, c'est un cas particulier, ça couvre pas tout le champ, hein. Et à quoi ça peut aboutir en termes d'explication, parce que là, je vous explique un peu les principes généraux, comment ça marche, mais c'est pas un exemple concret. Donc, on va prendre un exemple concret de travail en sociologie. Qu'est-ce que c'est que faire une œuvre de sociologie en France de nos jours? Sachant que je vous ai cité plusieurs bouquins d'épistémologie de la discipline à consulter, je vous ai aussi dit que je ne les ai pas tous lus. Si je les avais tous lus, j'aurais pu répondre à des points particuliers du genre en quoi la sociologie répond ou ne répond pas aux critères de la science selon Karl Popper, par exemple, parce que j'ai vu passer la question. Passeron, donc l'un des auteurs de la bibliographie que je vous ai proposé, a répondu, a fait un bouquin dont l'intitulé même se propose de répondre à la question. Donc si c'est ça qui vous intéresse très spécifiquement, lisez le bouquin.
Je rappelle aussi, mais c'est pas mon rôle hein, de dire ça, que Popper lui-même a été critiqué par d'autres gens sur la définition de ce que c'est qu'une science ou ce que ça n'en est pas. Hein. C'est pas contre Popper hein, qui est une autorité, mais c'est une autorité parmi d'autres. Mais les critères que j'ai cités sont pas les critères qui sont critiqués chez Popper. La question de réplicabilité et de réfutation sont pas les choses qui sont critiquées chez Popper. C'est le falsificationnisme qui est critiqué chez lui la plupart du temps. Mais je vois pas pourquoi la sociologie peut, à mon avis, et certaines branches le font, se plier à la reproductibilité, à la réfutation des énoncés. Bah, encore une fois, c'est trop spécifique comme question, donc je t'invite à revenir quand j'aurai lu le bouquin de Passeron, parce que je pense qu'il traite exactement de ce sujet-là. Après j'avoue aussi mes limites, hein, ça aurait pu être un peu ma faute. De toute façon, dans 10 ans, quand je referai cette conférence, elle serait plus intéressante parce que j'aurais lu toute la vidéo. Il y a déjà un certain nombre de points que je pouvais préciser. Est-ce qu'il y a une approche qui domine entre l'individualiste et la holiste? Bah en France, je vais pas te faire un dessin, t'as eu l'école c'est Bourdieu. T'as eu l'école durkheimienne qui était holiste. Ensuite, t'as les années 50-60 où t'as eu plusieurs. Alors, je n'ai pas dit qu'ils étaient hégémoniques, mais il y avait quand même plusieurs sociologues marxistes en France, comme Kluskar qui était à Poitiers, je crois. Goldman qui était à l'école et aux études en sciences sociales, et d'autres que je connais pas ou que j'ai oublié. Donc, il y a une période où c'était plutôt les marxistes qui étaient en sociologie. Puis ensuite, tu as eu l'école bourdieusienne. Donc, on a quand même en France une lourde dominante des approches holistes. Ce ne serait pas forcément aussi vrai dans les pays anglo-saxons ou même en Allemagne. Hein. Donc, mais. C'est ça qui est un peu bizarre, parce que disons que le fait que les deux cohabitent au sein de la même discipline, c'est presque comme si le créationnisme et l'évolutionnisme cohabitaient dans les sciences de la vie. Et bon, certaines me semblent avoir personnellement, l'approche holiste me semble avoir des problèmes épistémologiques complètement Tu as le droit de le penser. Je t'invite à lire, si tu veux, une défense de l'individualiste méthodologique, le bouquin d'Alain Laurent sur la question, puisqu'il a écrit sur les approches individualistes en sciences sociales, sur l'école autrichienne et sur la sociologie de Max Weber et d'autres démarches du même genre. Oui, en France, hein, les sociologues français spécifiquement, il y a effectivement, me semble-t-il, une prédominance des approches holistes, hein, bien sûr. Mais après, est-ce que c'est encore vrai depuis les 30 dernières années? Et là, il y a Gérald Bronner et son collègue Étienne quelque chose qui ont sorti un livre justement pour remettre un peu l'approche. Alors eux, ils l'appellent analytique, l'approche individualiste. Je pense que de ce que je connais de Bronner, lui, il ne serait pas justement dans ce type-là de démarche. Et c'est pas grave. Moi, je reprends la métaphore du jeu d'échecs que j'ai donnée tout à l'heure. Je pense que les deux peuvent avoir un intérêt. En fait. Bah, il y a des problèmes épistémologiques importants beaucoup plus importants dans ceux qui sont holistes ou en tout cas déterministes, qui me semblent beaucoup plus difficilement dépassables et plus questionnables. Tout à fait. Et notamment sur la question du jet d'échecs, je crois que c'était repris dans le livre justement de Bronner, qui s'appelle Le danger sociologique pour ceux que ça intéresse, chez PUF, Presse universitaire de France. Et finalement, en fait, quand bien même, effectivement, il y a des règles auxquelles que n'ont pas décidé les deux joueurs et auxquelles ils se plient, elles n'ont pas d'effet déterminant à un sens équivalent à celle des lois physiques que parfois les holistes laissent entendre. Il y a des citations de Bourdieu ou même de Durkheim dans la méthode, dans son livre sur la méthode. Et justement, par exemple, les joueurs, en fait, s'y plient parce que, disons que ça va dans leur objectif de jouer, mais tu peux déplacer sur un jeu d'échecs, factuellement, et on pourra en faire la démonstration à n'importe quel moment, les pièces dans l'ordre que tu veux. Alors, ça, tu peux faire ce que tu veux. Si on pousse la métaphore du jeu d'échecs comme étant la métaphore du monde social, le moment où tu dis finalement on va garder les pièces d'échecs mais on va jouer aux petits chevaux, c'est l'équivalent de la révolution ou du changement des structures en fait. C'est le moment où
y a de la création en fait, quelque chose d'original qui n'est pas purement la répétition du schéma précédent, s'est mis en place. Effectivement, les approches holistes ont pu être critiquées pour ne pas pouvoir rendre compte du changement social. Si tu lis des auteurs holistes comme Lordon, hein, ils parlent de ce type d'acte de critique, et tu vois s'ils te trouvent convaincant ou pas la manière dont ils y répondent, mais qu'est-ce qu'on m'écrit? Les travaux en sociologie n'ont pas un objectif d'universalisation et se limitent à un travail très situé dans le temps et dans l'espace. Ben, pas vraiment. Après, ça dépend du type du niveau de travail que vous faites. Vous avez bien sûr des enquêtes monographiques, et quand vous êtes dans une phase d'enquête monographique, je sais pas moi, la description de tel quartier, la population qui s'y trouve, etc., que vous êtes plutôt au niveau de la collecte de données et de bien comprendre le terrain d'enquête sur lequel vous travaillez. Effectivement, c'est très limité dans le temps et dans l'espace, et vous n'êtes pas encore en train d'en dégager des généralités. Donc ça dépend après aussi du niveau du travail que vous êtes en train de faire. Il y a des étapes, quoi. Hein. Vous ne pouvez pas spontanément directement essayer de théoriser sans avoir déjà des matériaux qui sont bien rigoureux, des données fiables. Si vous êtes d'accord, je vous propose de passer, parce que sinon ça va nous faire déborder beaucoup en termes d'horaire, à la deuxième conférence. Donc on essaierait de faire ça en 45 minutes. Hein, ça nous amènerait vers 23h30 et ce serait déjà bien suffisant. Alors cette deuxième conférence serait sur la thèse de sociologie d'Hubert Bimon. Donc je passe à ma page 9 de votre fichier. Donc c'est une thèse qui a été soutenue en 2006 et qui se propose d'analyser un phénomène qui est apparu au cours des dernières décennies en France, qui est le militantisme écologiste. Alors l'auteur, Bimon, qui n'est pas connu, hein, d'ailleurs je sais qu'il a eu son doctorat forcément parce que la thèse est publiée, mais je ne sais pas ce qu'il fait depuis, on n'a pas d'informations. Peut-être n'a-t-il pas été embauché comme chercheur à la suite de sa thèse, peut-être est-il décédé le lendemain, enfin je n'ai pas trop d'informations sur ça sur internet, donc si jamais vous en avez, ça m'intéresse par parenthèse, mais bon, il a fait sa thèse en 2006, et le sujet, donc c'est le militantisme écologique, et la position de sa démarche vise à s'opposer à l'explication de l'apparition du militantisme écologique en France, qui a été proposée par Alain Touraine. Alain Touraine, c'est un autre sociologue, politiquement plutôt proche du PS, mais ça c'est pas tellement notre sujet du jour. Et donc la thèse de Touraine, c'était de dire qu'il y a une évolution des sociétés industrielles dans la deuxième moitié du XXe siècle, et que progressivement les revendications socio-économiques de la majorité de la population ont été comblées par le développement de l'économie, l'apparition d'une société de consommation, et que à mesure que les aspirations matérielles des individus seraient comblées, ces derniers chercheraient à satisfaire de nouveaux types de préoccupations pour lesquelles ils seraient disponibles en quelque sorte, qui seraient des aspirations post-matérialistes, ce qui expliquerait le déclin des luttes salariales et l'apparition de nouveaux mouvements sociaux. Alors il y en a plusieurs, hein, le mouvement féministe, et dans ces nouveaux mouvements sociaux qui seraient post-matérialistes, il y aurait l'écologisme. Ça, c'est très très résumé, bien évidemment, les idées de Touraine sur comment peut-on expliquer le développement d'un militantisme écologique en France. Et Bimon n'est pas d'accord avec déjà les cadres explicatifs, les concepts, hein, les paradigmes que met en avant Touraine. Donc pour Bimon, les classes sociales et leurs antagonismes restent essentiels si on veut comprendre la dynamique sociale. Et donc il est d'accord avec les marxistes pour dire que dans notre société, le prolétariat et la bourgeoisie constituent les deux pôles opposés de la structure sociale, hein, le pôle du bas et le pôle du haut. Donc quand on regarde un peu les concepts explicatifs principaux qu'il utilise dans sa thèse, on pourrait avoir l'impression qu'on a affaire à un auteur marxiste, puisqu'il nous parle de classe sociale, il nous parle d'idéologie, il nous dit que l'écologisme serait une idéologie de classe moyenne. Mais néanmoins, il faut bien faire attention au sens des mots, hein, c'est pas parce qu'on utilise tel mot qu'on l'utilise dans tel sens, hein, quel est le contenu qui est donné à un concept.
Si on fouille un petit peu son cadre conceptuel, on voit qu'il n'utilise pas ces notions au sens marxiste du terme. En effet, il se revendique d'éléments théoriques empruntés à Pierre Bourdieu, qui fait une sociologie, donc là on l'a vu tout à l'heure rapidement, il fait une sociologie d'inspiration structuraliste, mais pas exactement de type marxiste. Ça implique par exemple qu'il y a une différence dans la définition des classes sociales, là où le marxisme définit l'appartenance de classe par la place qu'occupe l'individu dans les rapports de production. Bimon, à la suite des bourdieusiens, va plutôt délimiter les classes qu'il étudie en fonction du niveau de richesse des individus et de leur capital culturel, lequel est en partie constitué par le capital scolaire, lequel est lui-même subdivisable entre le niveau de diplôme obtenu par une personne plus le nombre d'années qu'elle a passé en formation d'études. Donc ça, c'est comment il construit ces classes pour observer leur comportement. Et donc Bimon, ça se voit au concept qu'il utilise, on peut la rattacher à un type de sociologie d'inspiration holiste, typiquement structuraliste, et il va chercher à expliquer le comportement des gens de manière déterministe. Donc ça répond à Vito et à quelles sont les approches mainstream ou impopulaires. Bon, Bimon, lui, il est du côté de ce type-là de démarche. Alors selon lui, ce qui est important à considérer, ce ne sont pas les intentions subjectives des individus qui sont pertinentes pour expliquer les comportements sociaux, ou en tout cas le militantisme écologique tel qu'il le traite dans sa thèse. Je vais beaucoup citer sa thèse, ça va m'économiser un petit peu de ma réflexion, donc je vais vous lire pas mal d'extraits, parce que je fatigue un petit peu honnêtement. Alors il s'agit dans cette thèse de rendre intelligible le processus qui préside au foisonnement de l'idéologie écologiste, sa montée en puissance au cours des dernières décennies, dont vous avez tous vu des traces, la présence médiatique croissante de ces thématiques, etc. Et cela indépendamment des argumentations directement environnementalistes, entre parenthèses l'effet de serre par exemple. Nous avons résolument orienté notre réflexion vers la recherche des conditions sociales qui ont rendu possible l'existence d'un mouvement de protestation sociale, en concentrant davantage notre attention sur la position sociale des agents que sur l'état objectif de la situation environnementale qu'ils dénoncent. Donc là, il y a un parti pris méthodologique qui est tout à fait fort et intéressant à souligner. Il commence par dire que le monde naturel et l'environnement se dégradent vraiment ou pas, c'est pas ma question, parce que si on faisait une explication intentionnelle, on se dirait, bon bah les gens ont ont observé le monde naturel se dégrade, du coup ils disent qu'il faut faire quelque chose. Ça c'est une explication, je dirais, spontanée, tout le monde aurait tendance à considérer que c'est comme ça que ça se passe. Ou, enfin bon, ça serait il y aurait un fait naturel, les gens en prendraient conscience et ils réagiraient de façon directe à ce fait. C'est pas du tout le modèle explicatif qu'utilise Bimon. Donc on pourrait à la limite se demander si ce serait encore tout à fait une explication de type sociologique d'expliquer comme ça. Au contraire, il va chercher à montrer que l'activité des militants écologistes dépend d'autre chose que les justifications conscientes que ces derniers apportent de leur propre action. Donc on est vraiment sur une approche très structuraliste et déterministe. Et alors la thèse centrale qui est défendue par l'auteur dans cette thèse, c'est que le militantisme écologique est causé par le ressentiment social de fractions dominées de la classe dominante, confronté au phénomène d'inflation d'évaluation des titres scolaires. Alors dans sa thèse, il en parle comme quelque chose d'acquis et de bien connu, donc bon, je ne peux pas épiloguer là-dessus, mais l'inflation d'évaluation des titres scolaires, vous savez très bien ce que c'est, on donne le bac à tout le monde, les gens sont de plus en plus diplômés, la proportion des gens diplômés dans la société augmente, donc finalement la valeur du titre scolaire diminue à mesure que de plus en plus de gens l'ont. Alors, donc cette thèse est basée, je ne vais pas trop en parler parce que moi j'ai surtout parlé du cadre théorique et des conclusions principales, mais il y a toute une partie de la thèse qui repose sur de l'observation d'organisations écologistes. Moi je vais surtout vous retenir les conclusions générales, donc si vous voulez lire le détail ça fait 500 pages. Et il nous dit que les militants écologistes qu'il a observés appartiennent à la classe moyenne disposant d'un capital culturel relativement fort et d'un faible capital économique. Et plus précisément, ils possèdent une homogénéité sociale certaine. Ils appartiennent à une fraction de classe moyenne citadine que l'on peut qualifier de nouvelle petite bourgeoisie intellectuelle. En effet, presque tous les membres de ces organisations se recrutent dans quelques catégories
professionnelle précise et limitée. Bon, là, je vois que le fait de justifier le texte ne le rend pas spécialement lisible. Bon, je suis désolé. Donc ces militants, professionnellement très exactement, ils sont professeurs du secondaire, instituteurs, professeurs d'université, en moins grand nombre des personnels administratifs intermédiaires de la fonction publique, entre parenthèses, cadres municipaux, médecins du travail, secrétaires de centres communaux d'action sociale, chômeurs, jeunes sortis récemment de l'université pour la plupart, des techniciens supérieurs employés dans de grandes entreprises de services comme La Poste ou France Télécom, des cadres moyens des services régionaux, départementaux et municipaux. Et inversement, les gens qu'on ne retrouve pas, c'est les catégories telles qu'ouvriers, employés du privé, agriculteurs, cadres supérieurs commerçants ou professions libérales, à part quelques médecins libéraux. Ces groupes le deuxième groupe, sont quasiment absents dans les associations écologistes nantaises. Donc ouvriers, employés d'un côté, ça serait plutôt des gens des classes populaires, on n'en trouve pas, ou agriculteurs, ça pourrait en partie rentrer là-dedans. Et les cadres supérieurs et professions libérales, ce seraient plutôt des gens de milieux favorisés point de vue économique et social, et on ne les retrouve pas non plus. Donc des gens qui sont homogènes dans les classes moyennes. Alors, il y a une hétérogénéité interne au groupe qu'il a observé, qui est qu'il y a une partie des militants écologistes qu'il qualifie de alternatifs radicaux, qui sont souvent issus de familles d'ouvriers techniciens, d'agriculteurs, de petits employés ou de petits fonctionnaires. L'origine sociale des parents est donc relativement modeste ou moyenne, et la trajectoire sociale des militants peut être considérée comme ascensionnelle mais limitée. D'un autre côté, nombre de militants écologistes qu'ils qualifient donc d'environnementalistes réformistes ont généralement une origine sociale plus élevée, leurs parents étant médecins, commerçants, architectes. La trajectoire sociale de ces militants peut être considérée comme relativement déclinante ou stagnante. Et il nous dit que y a un lien en fait entre origine sociale et radicalité politique. Ceux qui viennent plutôt de milieux sociaux pauvres, on va plutôt les retrouver dans un type d'engagement écologiste qui qualifie d'alternative radicale, et ceux qui viennent plutôt de familles bourgeoises, on va plutôt les trouver dans des démarches d'écologie plus réformistes. Bon, ça c'est le déterminisme du comportement politique par l'origine sociale. Donc ce qui unit ces différents gens militants écologistes, c'est qu'ils appartiennent à une nouvelle petite bourgeoisie intellectuelle, qui est une fraction dominée située à la lisière inférieure de la classe dominante. Ces agents appartiennent à la classe dominante par leur formation intellectuelle accumulée à l'école et dans l'enseignement supérieur, mais ils n'en restent pas moins dominés, puisqu'ils ne participent en rien au pouvoir de décision de la classe dominante, que ce soit au niveau politique ou au niveau économique. Et nanana. Donc il y a une ambivalence propre à la position sociale de cette nouvelle petite bourgeoisie, et celle-ci serait liée, c'est l'hypothèse de sa thèse, au fait qu'elle adhère aux revendications contenues dans la protestation utopique hérétique du discours écologiste alternatif. Alors, quel serait le lien entre les deux? Pourquoi ces gens-là, précisément, de ces classes-là, moyennes, ayant ces caractéristiques sociales-là, se retrouvent surreprésentés constituent plutôt le groupe de ceux qui adhèrent à une idéologie de type écologiste. D'où vient le lien? Alors, l'explication de Bimon, c'est que ces couches nouvelles moyennes subissent une frustration sociale due au processus de dévalorisation des études supérieures dans lequel elles ont investi du temps et de l'argent, et de la croyance sociale qu'en faisant ça, elles vont occuper une bonne position dans la société. Ce processus de dévaluation scolaire, pour ceux qui connaissent les conférences du militant de l'éducation populaire Franck Lepage, c'est ce qu'il appelle de façon ironique le syndrome de l'employé des postes qui a appris 3 langues et qui n'en utilise qu'une pour coller des timbres. Donc des gens qui sont surqualifiés pour les postes qu'ils occupent, qui ont des diplômes, ils croyaient que ça allait leur ouvrir des postes dans la société, en fait ça ne marche pas. Et donc frustration sociale. Cette frustration sociale les amène à un certain niveau de contestation de l'idéologie des classes dominantes, de leur situation et de leur mode de vie. Leur place dans la division du travail et du capital scolaire les situe en position d'intermédiaires sociaux, en effet exerçant des fonctions d'encadrement, de gestion, d'éducation, de soins ou d'animation. Ils participent plus ou moins à leur corps défendant au fonctionnement d'un ordre social et symbolique dont ils contestent cependant la légitimité. Ils entrent en concurrence, et là je vais souligner parce que c'est important, cette idée de concurrence de ces groupes, avec les classes dominantes détentrices de la légitimité sociale, culturelle et politique.
Donc un groupe de classe sociale intermédiaire qui se dit que ceux qui sont encore plus au-dessus qu'eux dans la hiérarchie sociale, hein, ça commence à bien faire, et il faudrait les remplacer. Ou en tout cas les contester, ne pas leur laisser le monopole de la légitimité. Alors ces gens aspirent à faire reconnaître socialement des compétences, savoir-faire et attitudes en position dominée dans les sphères du travail, de la compétition économique et de la politique institutionnelle. Les petits intellectuels subalternes manifestent ainsi le souhait de se soustraire à la domination des détenteurs du savoir légitime pour mieux imposer et revendiquer la légitimité de leurs propres pratiques. Cette demande de légitimité se fonde sur un savoir demi-savant et un savoir-faire informel constitué le plus souvent de compétences humaines entre guillemets, de capacités créatrices entre guillemets, aux contours plutôt flous. Le souci du respect de la personne humaine, les préoccupations visant à libérer les hommes, l'attention pacifique à l'égard des autres, qui caractérisent le doux pacifisme écologiste, doivent se comprendre en fait comme des revendications portant sur la demande de reconnaissance d'un type de compétences particulières, à la fois pédagogiques et humaines, que requiert par exemple la distribution de biens de santé pour les infirmières, de savoirs culturels pour les professeurs, de services publics, animateurs cadres de la fonction publique, autant de compétences entre guillemets en affinité avec les dispositions dont seraient dotés ces nouveaux membres des classes moyennes du fait de la nature de leur profession. Ne disposant pas d'une position dominante dans chacun de ces champs professionnels, ils tendent à promouvoir des savoir-faire tels que la pratique pédagogique du terrain et les relations humaines interpersonnelles, l'écoute, le savoir-faire technique ou psychologique, qui entrent en concurrence avec des formes de compétences constituées exclusivement d'un savoir jugé par eux abstrait ou théorique, et dont sont détenteurs ceux qui occupent une position hégémonique. Hein, donc c'est le camp de l'humain, vous voyez, c'est le camp de ceux qui ne sont pas déconnectés du terrain, dans des bureaux, à faire des théories abstraites et de la planification que personne ne comprend, vous voyez. C'est ce genre de gens qui vont être surreprésentés dans ce militantisme. Face à une société désignée à la fois comme artificielle et contraignante, car inconsciemment perçue comme réticente à répondre aux espoirs de promotion sociale qu'ils avaient pu attendre de leur trajectoire, les militants écologistes s'engagent dans une lutte anti-institutionnelle. Je saute un peu dans le texte, hein. Je passe page 13. Manifestant une moindre intégration sociale en partie à cause de leur acculturation scolaire, ils peuvent éprouver le sentiment de se sentir, entre guillemets, de ne pas se sentir, entre guillemets, à leur place, ou plutôt de ne pas être reconnus à leur juste valeur, entre guillemets, dans le champ professionnel. Ce qui ne peut que renforcer leur prétention au marginalisme et à la prétention à l'avant-gardisme politico-intellectuel. Vous voyez que les frustrations s'enchaînent. Hein. D'abord, il y a la frustration du diplôme qui n'a pas donné accès au niveau de vie qu'on voulait, ou au prestige social qu'on voulait, et puis ensuite, maintenant qu'on est dans les positions d'encadrement et de gestion et des métiers médico-sociaux qu'on a décrites, où ces individus sont en position subordonnée, et bien, frustration que leurs compétences ne leur permettent pas d'être mieux reconnus, ou d'exercer les fonctions de direction, ou etc., etc. Donc, dans la perspective que nous propose la démarche théorique, l'explication théorique proposée par Bimont, dans son raisonnement, selon lui, lorsque les militants écologistes parlent de la nature, en fait, ils parlent d'eux-mêmes. Aussi paradoxal que soit cette affirmation. Et alors, il nous dit, il est possible d'interpréter la production actuelle de l'utopie écologiste, et en particulier la vision très catastrophique et dramatique de l'état de l'environnement naturel, comme l'expression symbolique de l'impuissance pratique d'une fraction de couche sociale déterminée à transformer un monde où elle vit mal du fait des contradictions et de l'ambiguïté de sa position dans les rapports sociaux. Le sentiment de fermeture, la situation d'impasse sociale, le déclassement social relatif, la dévalorisation symbolique des professions intellectuelles moyennes et les frustrations sociales qui découlent de cette situation portent les intéressés à suspecter toute notion de progrès économique et technique comme étant la manifestation violente, pratique et symbolique d'une rationalité instrumentale qui s'exercerait brutalement aussi bien sur le monde social que sur le monde naturel. Hein, donc critique de la rationalité, alors ça va être souvent de la rationalité économique, mais ça peut être de la rationalité technique, bureaucratique, etc. L'intérêt renouvelé pour la protection de l'environnement naturel et la tournure catastrophique, parfois apocalyptique des discours écologistes n'est en aucun cas une irruption de l'irrationnel dans leur univers mental et social. Il faut davantage analyser la production sociale de cette vision tragique de l'univers naturel
entre parenthèses, maltraitée, méprisée, souillée, polluée par l'industrialisation, comme étant une représentation symbolique ou médiatisée des incertitudes, des angoisses, des menaces et des contraintes sociales que ressentent confusément les catégories d'agents considérés. En témoigne la forte coloration anti-institutionnelle, anti-bureaucratique et anti-hiérarchique qui accompagne inévitablement la critique écologiste contemporaine. Et si vous connaissez les mobilisations écologiques par ailleurs, vous remarquerez qu'ils ne parlent pas juste de défendre la nature. Ils parlent du fait qu'elle est saccagée par ces gens qui aménagent le territoire depuis Paris et qui ne connaissent rien au terrain, ces gens qui sont perdus dans les bureaux et qui sont coupés de la vraie vie, des structures qui sont trop grandes, il faudra des petites structures, il faudra de la décentralisation, il faudra faire les choses près du terrain. Euh, ça peut être une critique de tout ce qui est de l'ordre de la planification, une critique de l'État, etc. Critique des experts aussi. Hein, donc je ressaute un peu le début de la page 14. Donc la thèse centrale, hein, l'explication, c'est de dire que ces gens ont une... Donc ils dénoncent les dégradations portées à l'environnement naturel par le capitalisme, la société de consommation, le totalitarisme étatique ou le productivisme, définis comme des univers répressifs, inhumains, uniformes, barbares, à l'aide d'images d'autant plus apocalyptiques que leur propre situation leur apparaît plus insupportable et préoccupante. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'opposition entre les réformistes et les radicaux en termes écologiques, qui recoupent leur propre position sociale et les incertitudes auxquelles elles sont associées. La nature en danger qu'ils cherchent à défendre n'est plus alors que la forme transfigurée de leur propre position sociale. Vous voyez que c'est quand même très fort comme thèse, hein, et tout à fait paradoxal. Donc finalement, la nature serait la forme voilée d'une contestation qui se trouve à s'exprimer par cette médiation idéologique. Donc il y a un mécontentement social qui sous-tend le militantisme écologique. Mais alors pourquoi est-ce que ce mécontentement social, qui pourrait prendre bien des formes et qui à d'autres époques s'est traduit par d'autres formes d'engagement politique des classes sociales, des classes moyennes, hein, je veux dire les classes moyennes dans l'histoire, elles ont eu toutes sortes d'autres engagements que l'engagement écologique, et pas toujours pour le meilleur. Alors pourquoi cette forme de contestation en particulier dans la France de ces dernières décennies? Alors Bimon nous dit, bon je coupe dans sa thèse évidemment, vous vous doutez bien, ça fait 500 pages, donc je coupe, hein, mais il nous dit notamment que cette politisation-là, spécifiquement dans cette forme-là, elle est rendue possible par un processus de recomposition spatiale affectant les espaces ruraux. Alors c'est un peu long, donc je coupe dedans, hein. Je vais vous lire des morceaux. Donc ce qu'il nous dit, c'est que les campagnes, à mesure qu'elles se sont dépeuplées, avec l'exode rural, etc., ça a abouti à la constitution d'un espace naturel non productif, susceptible d'offrir un mode de jouissance désintéressé aux populations citadines. Et plus loin, en page 15, il nous dit que ces transformations de l'espace agricole ont contribué à faire apparaître une distinction nette entre une nature productive, celle de l'agriculture modernisée, et une nature pure, sauvage et pacifiée, vidée de tout conflit social apparent, simple support d'une consommation esthétique désintéressée. Et puis il y a le lien qui se fait entre citadins et nature, avec des processus comme la périurbanisation, comme les néo-ruraux, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails de l'aspect géographique, des conditions géographiques d'apparition de ce militantisme. Mais voilà, il y a une nature qui peut apparaître comme sauvage ou comme ne devant rien à l'humanité ou étant préservée de l'humanité, et c'est cette nature-là dont les écologistes vont s'estimer être les gardiens, où ils vont pouvoir parler au nom de cette nature, alors que si cette nature, ou si ces espaces, ils étaient peuplés par, je sais pas moi, des paysans traditionnels, la revendication d'être les gardiens de cet espace n'irait pas de soi, parce que peut-être ils seraient encadrés par des autorités sociales traditionnelles, des syndicats agricoles si on est à une période assez avancée, mais à une période antérieure, ce serait le curé, l'évêque et le maire et toutes les autorités sociales traditionnelles du monde rural. Là, ils vont pouvoir parler de cette nature pure en étant les médiateurs, si vous voulez, c'est les gardiens du temple de la nature. Ça va leur permettre d'obtenir une nouvelle légitimité sociale dont ils ont bien besoin, puisque ça répond à un processus de frustration initiale.
Grâce à l'accès à cette nature non productive, une fraction des couches intellectuelles moyennes va pouvoir ériger la nature en élément idéologique, cristallisant la contestation d'un ordre social à laquelle elle est intégrée en position subalterne. Bon, je saute cette partie-là, et puis après il nous dit en étant privé de toute intentionnalité rationnelle propre, la nature devient le support d'une éthique échappant à la rationalité économique et technique. Donc là encore, c'est toujours la même chose. Comme ils ne sont pas les champions d'un certain type de légitimité, ben on va chercher un autre type de légitimité et il faut opposer à la rationalité techno-capitaliste ou économique une rationalité qui serait fondée sur les vraies valeurs, sur l'humain, sur l'empathie, sur la protection des animaux, puisque l'humain d'abord, comme dirait l'autre. Donc c'est un conflit finalement de légitimation par certaines valeurs qui se retrouvent et qui est sous-tendu par la position sociale qu'occupent les acteurs. Ces déterminismes sociologiques expliquent également pourquoi les formes dominantes de militantisme écologique ne sont pas politiquement radicales, mais plutôt réformistes, centristes, voire apolitiques. Alors je fais une petite nuance, là je parle de la thèse de 2006. On pourrait en moins partiellement nuancer cette affirmation pour notre époque, sachant que voilà, un certain nombre d'années se sont passées depuis, mais c'est une thèse de 2006, donc elle a forcément été réalisée dans le début des années 2000, et l'écologisme dont il parle, il met l'accent du point de vue politique. Il est essentiellement réformiste, centriste, voire apolitique. L'ancrage social du mouvement écologiste dans les classes moyennes liées au métier du social, de l'éducation, de la relation à autrui, détermine sa modération politique et les limites de sa critique. Parce que quand vous êtes infirmière ou je sais pas quoi, vous avez des propriétés sociales qui vous ont déterminé ce métier et ou des attitudes professionnelles qui font que vous n'allez pas être forcément un militantisme de petits zadistes extrêmement énervé. Vous voyez, on a la psychologie de son métier au bout d'un moment. Bon. Qu'est-ce que je lis là-dedans? Alors, je vais passer au deuxième paragraphe, page 16, on a bientôt fini. Pour ces agents frustrés de ne pas pouvoir monnayer au plus haut leur capitaux scolaires, sociaux, social et culturels, il s'agit alors d'un côté d'échapper à la prolétarisation et au déclassement objectif vers des positions sociales dominées, d'un autre côté de ne pas se reclasser dans les positions bourgeoises qui sont définies comme étant trop intéressées par l'argent. Donc là, il y a aussi, c'est un grand classique, quand vous ne réussissez pas dans un champ donné, il faut disqualifier le principe légitimateur de ce champ. Donc si vous n'arrivez pas à être dans ceux qui sont les plus riches, il faut expliquer que l'argent n'a pas de valeur. Et dans les postes dominants de la bureaucratie institutionnelle qu'ils s'interdisent d'ailleurs d'intégrer, ces postes de cadre supérieur étant stigmatisés comme des postes de bureaucrates au service du pouvoir. Ils se trouvent donc en position médiane, intermédiaire, et équivoque, suspendu entre les deux pôles de la structure sociale. Il s'agit pour eux d'échapper au prolétariat d'un côté et la bourgeoisie de l'autre, bon ça je passe. L'action revendicative porte exclusivement sur des domaines de la vie sociale hors travail, traduisant un refus inconscient de remettre en cause la division sociale du travail. Le radicalisme porte sur le domaine de la morale, #Greta Thunberg, fournissant le marchepied à une conquête de légitimité nouvelle, donc le camp des gardiens de la nature. Le discours politique manifeste sa singularité en refusant de se positionner sur l'axe droite-gauche, préférant se définir dans un ailleurs caractéristique d'un non-lieu politique et de toute production utopique. Donc ça c'est très courant, on pourrait analyser ici toutes sortes de discours de Nicolas Hulot, toutes sortes de programmes, des partis écologistes, ni de droite ni de gauche, parce que nous on n'est pas dans le conflit, on est au service de l'humain et de la nature. Tout à fait. La dimension personnaliste de l'engagement semble inviter nombre d'écologistes à se réclamer d'un réformisme social d'où est exclu un renforcement des institutions étatiques destinées à contrer l'avancée du libéralisme économique. Donc là, il leur reproche finalement il remarque que, comme ils ont ce côté anti-institutionnel, quand bien même ils n'aimeraient pas l'économie de marché, ils n'aiment pas non plus la critique radicale de l'économie de marché, parce que l'État, c'est pas bien. Il s'agit encore de se situer hors de toutes les hiérarchies socialement attestées, hors des anciennes luttes syndicales catégorielles, de manière à créer symboliquement un espace utopique de neutralité et de réconciliation, espace unifié pour une société unifiée, vidé de tout conflit, à la fois interclassiste et interethnique, espace neutre et imaginaire.
Alors là, il y a deux choses qu'il faut que je dise rapidement. J'ai encore un peu de temps, je pense. Je l'ai coupé, mais il y a toute une partie de sa thèse où il fait remarquer qu'il y a beaucoup de militants écologistes qui sont chrétiens ou qui viennent de milieux qui étaient chrétiens la génération d'avant et que ça imprègne d'une certaine manière un certain nombre d'attitudes dans le rapport à l'autre, dans l'aspect pacifiste, etc., etc. Donc refus du conflit, donc refus du clivage au droite-gauche, donc refus du conflit social, donc refus de la lutte des classes, etc., etc. Autant de dispositions qui font que ces classes moyennes frustrées et un peu contestataires quand même, et ben, contrairement à d'autres époques historiques, elles ne vont pas se déporter massivement vers, ou contrairement à d'autres fractions de ces mêmes classes moyennes, parce que les classes moyennes c'est large, hein, et ben, celles-là, celles qui ont les propriétés décrites dans le papier, elles vont pas convertir leur frustration dans l'idée que bah, tiens, il faudrait peut-être une révolution sociale qui change tout. Pacifisme, position intermédiaire. Nicolas Hulot, hein, toujours ni droite ni gauche, parce que l'important c'est de sauver la nature, il est trop tard, on n'a pas le temps de se battre les uns contre les autres, il faut avancer ensemble, hein, voilà, c'est ça qui est important. La radicalité de la perception de la nature est influencée par la position sociale des agents, ça je l'ai déjà dit, mais limite du processus. Les militants écologistes utilisent ainsi la médiation d'une description dramatisée de l'état de la nature pour faire une critique globale du monde social, tout en restant dans les limites de la censure et de la bienséance propre à un champ politique politisé et pacifié. Bon, c'est ce dont je vous parlais un petit peu, hein, le fait de se tenir à distance des conflits structurant l'espace social et l'espace politique. Donc, donc la production, bon, c'est toute la thèse, hein, c'est un peu, ça se répète un peu quand même, hein. La production du discours catastrophiste et l'invention corrective des thématiques écologistes de défense de la nature demeure une construction symbolique et idéologique et non pas nécessairement une production scientifique objective, hein. Donc c'est toujours l'idée que si on veut expliquer le comportement des militants écologistes, c'est pas par leur conscience qu'ils auraient lu tel truc hein, et que ça les aurait déclenché d'adhérer consciemment à un contenu rationnel. On n'explique pas les agents dans la démarche qui est choisie, on n'explique pas les agents comme étant mus par des raisons, on les explique comme étant poussés par des causes. Donc c'est vraiment une approche structuraliste et déterministe. J'arrive à la fin. L'auteur s'appuie également sur les travaux du sociologue Norbert Elias pour montrer que la mobilisation de la nature comme médiation idéologique d'une contestation sociale n'est pas si nouvelle historiquement. Donc là, si j'ai eu beaucoup plus de temps, j'aurais beaucoup plus détaillé cette partie parce que je trouve qu'elle est passionnante. Mais en très résumé, vous avez d'autres époques et d'autres couches sociales qui étaient plus ou moins dans la même situation de classe sociale intermédiaire, qui ont elles aussi utilisé des références au monde naturel pour exprimer une certaine forme plus ou moins voilée, plus ou moins avouée de contestation de la position des classes dominantes. Et c'était par exemple typiquement le cas, et je regrette que Pramactus ne soit pas là directement, enfin j'espère qu'il écoutera plus tard parce que lui ça va l'intéresser. C'était typiquement le cas de la bourgeoisie romantique allemande à la fin du XVIIIe siècle. Vous savez qu'en France, la fin du XVIIIe siècle, c'est la Révolution française. À côté, il y a un pays qui s'appelle l'Allemagne, et la bourgeoisie allemande, elle ne fait absolument pas dans le domaine politique l'équivalent de ce que fait politiquement la bourgeoisie française au moment de la Révolution. En même temps, si vous connaissez les intellectuels allemands de l'époque, les philosophes, les poètes, etc., ils s'intéressent beaucoup aux événements français, mais ces couches sociales-là, bourgeoises, dominées par l'aristocratie à l'époque, n'imitent pas le comportement des Français, quand même ils peuvent l'envier plus ou moins. Et donc, production massive hein, de quelque chose qui est resté quand même dans l'histoire des idées, donc le romantisme allemand. Et le romantisme allemand, c'est aussi, hein, entre autres choses, une contestation du formalisme et de l'artificialité des codes sociaux de l'aristocratie, qui sont dénoncés comme ne répondant pas à l'âme des individus en communion avec la nature, qui sont beaucoup plus libres dans le monde naturel. C'est l'influence de Rousseau aussi, qui est beaucoup lu à ce moment-là en Allemagne. Donc sous une forme voilée de valorisation de la nature, à une autre époque, on avait déjà vu ce mécanisme hein, qui permettait de contester sans vraiment contester la position des dominants du monde social. Et on retrouve ce type-là de phénomène à d'autres époques historiques. On pourrait parler par exemple des mouvements Völkisch en Allemagne, et les Völkisch sont une forme de populisme racialiste, si vous voulez, qui était un mouvement, là aussi influencé en partie par l'héritage du romantisme allemand, et dont la base sociale était fortement faite de classes moyennes intellectuelles plus ou moins précaires,
qui développait une forme de contestation rejetant aussi bien le communisme du mouvement ouvrier que le capitalisme de la bourgeoisie industrielle conquérante au profit d'un conservatisme paysan plus ou moins ethnique. Et là encore, la référence à la nature, la valorisation du monde naturel, hein, de l'allemand éternel dans la forêt allemande éternelle, eh bien ça servait à mettre en cause l'ordre social, mais toujours sans aller trop loin, ou toujours sans aller jusqu'à une attitude révolutionnaire. Et donc, je vous ai fait un magnifique schéma de synthèse de la thèse d'Hubert Bimon, avec les principaux éléments de son explication, que bien sûr c'est tout à fait résumé, hein, si vous lisez la thèse entière. Bon. Mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il se passe ça. Donc, un contexte socio... J'espère que vous êtes comme moi en bas de la page 18, de toute façon c'est la fin avec le schéma. Donc un contexte socio-historique de dévalorisation des diplômes qui creuse la frustration sociale des acteurs. Donc ça c'est toute la partie gauche de l'image, qui affecte un certain groupe social déterminé, les classes moyennes intellectuelles à fort capital culturel, à faible capital économique. En même temps, il y a tout cet espace de nature où les paysans ils ont été expulsés par la mécanisation, la modernisation, ça crée d'immenses espaces de nature qui sont disponibles à la contemplation et à la récupération idéologique et à la volonté de préservation d'un espace qui apparaît comme naturel et qui n'a pas de protecteur ou d'élite sociale qui peuvent se présenter comme représentants des espaces. Donc ça va rendre possible le mécanisme, alors que si on était 2-3 générations plus tôt, les espaces de nature ne s'y prêteraient pas autant, ou pas de la même façon. En même temps, limite du processus et de démarche militante étudiée dans la thèse, il y a quand même cette intégration relative à l'ordre social qui fait que la volonté de concurrencer la légitimité des éthiques technobureaucratiques, elle existe, mais c'est des gens, les militants écologistes, en tout cas ceux qui sont étudiés, même les radicaux, qui savent jusqu'où ne pas aller trop loin, hein, et qui sont plutôt sur un registre moral, d'interpellation, parce qu'il faut faire une démarche pour prendre conscience que l'écologie, ça commence par des petits gestes. Hein, et donc c'est tout ce discours moralisateur auquel vous êtes très accoutumés, qui permet de ne surtout pas du tout transformer ou renverser par des moyens politiques tout à fait fermes les structures socio-économiques qui nous ont amenés à la situation que dénoncent les militants en question. Et tous ces éléments se combinent et aboutissent à produire une idéologie écologiste de caractère réformiste, qui est ce que constate finalement le sociologue dans les mouvements, notamment sur Nantes, enfin je n'ai pas lu tous les extrêmes, mais c'est notamment des associations nantaises qu'il a étudiées dans sa thèse. Voilà le schéma explicatif de pourquoi y a-t-il ce développement d'un militantisme écologiste en France, et pourquoi est-ce qu'il se trouve dans ces couches sociales-là et pas ailleurs dans la société. Entre parenthèses, on pourra en déduire que si c'est ces facteurs-là qui expliquent le militantisme écologiste, il n'y a pas de raison qui contamine toute la structure sociale, et c'est pas demain qu'on verra des hordes de gilets jaunes demander qu'on les taxe pour licence. Hein. Donc c'est très localisé. Alors quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette thèse, hein, pour peu qu'on accepte l'explication proposée? Bon, moi je ne connais pas de travail de sociologie du militantisme écologique qui aurait directement répondu au travail de Bimon. En même temps, cette thèse elle date d'il y a plusieurs années, depuis c'est tout à fait probable que ça ait été réétudié et que d'autres angles d'attaque aient pu émerger. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité définitive sur le sujet, c'est une proposition d'explication scientifique. Alors, si on l'admet comme étant valable, et moi ça me semble pas tout à fait déraisonnable, qu'est-ce qu'on peut en conclure, voilà, pour vous, pour votre réflexion sur la société? Eh bien, tout d'abord, le militantisme écologiste ne ressort pas indemne d'une telle interprétation de type déterministe. Enfin, ça marche à chaque fois. Hein. Personne n'est très content qu'on lui explique pourquoi il fait ce qu'il fait parce qu'il est déterminé. Mais surtout, ça nous dit que même s'il n'existait aucun problème environnemental dans le monde, hein, même si c'était de la folie pure, et qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, qu'il n'y a pas de pollution des mers, et qu'il voilà, n'y a rien, même s'il n'y avait rien, et ben, nous dit Bimon, la conclusion auquel on doit arriver, c'est qu'il y aurait quand même un mouvement écologiste de défense de la nature. Alors il serait peut-être pas aussi puissant que celui qu'il existe, parce qu'il lui manquerait quand même la base sur laquelle il se fonde, et ses propositions seraient moins crédibles pour les gens, mais
il pourrait quand même tout aussi bien y avoir un mouvement écologiste dans un monde où il n'y aurait aucun problème environnemental réel, parce que c'est des causes sociales, hein, c'est l'état dans lequel un certain groupe social se trouve plongé, qui les ont amenés, nous dit Bimon, à produire une certaine idéologie. De plus, c'est un point différent du précédent, ça nous met aussi en garde, cette thèse de Bimon, sur le catastrophisme et l'alarmisme récurrents dans les discours écologistes et un certain nombre d'exagérations qu'on voit passer. Alors après, c'est un peu subjectif de dire ça, mais bon, admettons que vous soyez d'accord avec moi que des fois, ou même assez régulièrement quand même, on nous annonce la fin du monde, ou des problèmes qui sont parfois tout à fait douteux. Eh bien, si on adhère à l'explication de Bimon, si ces gens-là, des fois, sont à côté de la plaque dans l'excès et dans l'exagération, c'est pas simplement qu'ils font des erreurs cognitives qu'on pourrait retoquer ou les amener à s'apercevoir qu'ils se sont trompés avec des explications purement rationnelles, parce qu'en fait, quand ils nous parlent de la nature qui est gravement menacée, c'est une certaine manière d'exprimer le fait que c'est leur propre position sociale qui est gravement menacée. Et ça, vous n'allez pas le changer simplement en essayant de les détromper à un niveau proprement rationnel. Donc ils peuvent avoir ce sentiment-là que leur propre position est instable, précaire et menacée, parce que soit ça... Alors c'est selon les groupes étudiés, hein, mais bon. Soit ça vient de la menace d'un véritable déclassement, soit c'est une forme de ressentiment social vis-à-vis d'une promotion scolaire et sociale qui était contrariée par les processus que j'ai décrits. Donc les conclusions de cette conclusion civique ou les conclusions politiques qu'on peut tirer de cette recherche, c'est que nous devrions faire preuve de méfiance vis-à-vis des énoncés et des revendications des mouvements écologistes, parce que elles peuvent tout à fait être vraies, il y a des choses tout à fait pertinentes, hein, dans ce que peuvent dire ces courants intellectuels, mais elles sont aussi l'expression, en tout cas d'un point de vue macro, quoi, en général, elles sont aussi la manifestation de ressorts inconscients, hein, et de la situation de certains groupes sociaux. Et donc ça doit nous amener à étudier leurs affirmations et leurs discours avec méfiance, puisqu'ils sont l'expression de causes inconscientes et donc d'autant plus résistantes à la critique, hein, à l'esprit critique. Donc voilà, ça doit nous amener à une certaine prudence vis-à-vis du militantisme écologique et de ce qu'il nous affirme de la réalité. Voilà, je vois qu'on a perdu beaucoup de monde, mais peut-être que ceux qui sont restés sont passionnés à 100%. Hein. Donc j'arrête là l'enregistrement. Merci à tous.